Beaucoup de personnes qui critiquent Israël sont également très critiques envers l'idée de la judéo-chrétienté. C'est plus bas sur ma liste, oui, laissez-moi en parler. Soit l'islam est occidental, soit l'Occident n'a pas le monopole d'une valeur particulière. Cela soulève en effet une question plus philosophique. Qu'est-ce qui caractérise et distingue la civilisation occidentale à ce stade? Est-ce le christianisme? Est-ce autre chose? Évidemment, ce terme est en quelque sorte artificiel. Par exemple, je suis sûr qu'il y a eu une initiative israélienne, peut-être à l'époque de Begin, pour promouvoir un peu cette idée afin de séduire les évangéliques américains, pour mettre en avant ce lien. Ces deux groupes, chrétiens et juifs, ont des relations très tendues. Il y a cette tension fondamentale liée au rejet de Jésus. Peut-être que les musulmans pensent que le christianisme est ambigu dans son monothéisme à cause de la Trinité, mais vous savez, les chrétiens se considèrent comme des monothéistes. Je dirais que les relations sont plus tendues qu'entre musulmans et juifs. Donc je pense que cela pourrait être quelque chose qui est en fait ancré chez les humains. Vous savez, pas seulement au sein des États-nations. Et si c'est le cas, je pense qu'il faut faire attention à la diversité. Bienvenue à nouveau. Ici c'est Tatof, où l'on a de vraies conversations entre personnes de bords différents. On cherche quelque chose à mi-chemin entre le kumbaya, qui minimise ou ignore, voire atténue nos différences. Mais à l'autre extrémité du spectre, on n'est pas jubilé. On ne cherche pas à faire le buzz ou à piéger les gens. Ce n'est même pas une question de débat. Il s'agit d'avoir des conversations de fond avec des personnes à qui, peut-être, on n'aurait pas toujours l'occasion de parler. Avec l'espoir et la conviction que cela mènera à un monde meilleur. Nous avons donc aujourd'hui avec nous Andrew Day, rédacteur en chef de l'Américaine conservative. Bienvenue à TOF. Merci de l'invitation, j'avais hâte. Super. Oui, moi aussi j'étais impatient. Entrons dans le vif du sujet. La première chose dont j'aimerais parler, et nous enregistrons ceci le 14 janvier. Alors qui sait ce qui va se passer juste après cette interview? Mais nous avons assisté à plusieurs événements qui ont provoqué des fractures à droite et remis en question, disons, le caractère contesté. La nature ou l'âme du mouvement MAGA, je pense qu'on peut dire sans risque que MAGA a dépassé Trump. Mais alors, de quoi s'agit-il vraiment? La guerre assez récente de 12 jours entre l'Iran et Israël, puis le Venezuela, et maintenant l'Iran, qui s'échauffe à nouveau. On se retrouve avec une variété d'acteurs et de voix à droite qui appellent à différents degrés d'intervention ou de non-intervention. T'as écrit dans un article récent, notamment sur le Venezuela, où tu décris une division. Tu la caractérises entre les réalistes d'un côté et les partisans de la retenue de l'autre. Et les enjeux semblent être: à quoi ressemble une politique étrangère conservatrice dans un monde multipolaire? Est-il advenu de l'America First? L'America First est-il mort? A-t-il jamais été isolationniste? Était-ce une mauvaise compréhension de l'America First de penser que c'était incompatible avec l'interventionnisme? Quel est ton point de vue? C'est une grande question, et une question importante. Je veux dire, tu as dit que MAGA va au-delà de Trump à certains égards. Je dirais que MAGA ou America First précède Trump, non? Et The American Conservative en est un bon exemple. Nous avons été cofondés par Pat Buchanan en 2002 en opposition à la guerre en Irak. Pat Buchanan était un type America First. C'était un homme politique, candidat à la présidence, écrivain, et il était partisan du non-interventionnisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que si l'on regarde son parcours pendant la guerre froide, et si l'on regarde des gens comme lui, les conservateurs du type Buchanan pendant la guerre froide n'étaient pas forcément des partisans idéologiques de la retenue, par exemple, surtout évidemment en ce qui concerne l'Union soviétique. Ils étaient probablement un peu plus wattés en guerre que le Parti démocrate à cet égard. Il n'y avait donc pas nécessairement cet antimilitarisme idéologique à un niveau axiomatique. Ce style de conservatisme. Après la fin de la guerre froide, cependant, des gens comme Pat Buchanan, les conservateurs du type America First, ceux qui ont finalement perdu cette bataille interne à la droite conservatrice face aux néoconservateurs. Mais les Pat Buchanan de ce monde disaient « D'accord, l'Union soviétique s'est effondrée. Nous n'avons plus besoin d'être profondément impliqués en Europe puisque notre principal ennemi de l'OTAN s'est effondré. Il n'existe plus. On peut envisager une forme de repli qui serait bénéfique pour les États-Unis à l'avenir. » Ils avaient des idées similaires concernant le Moyen-Orient. Les néoconservateurs, eux, étaient toujours dans cette logique de promotion de la démocratie, héritée de la guerre froide, car c'est ainsi que l'Union soviétique et l'Occident mené par les États-Unis se distinguaient.
Nous étions le monde démocratique et nous défendions la démocratie. Après l'effondrement de l'Union soviétique, des gens comme Pat Buchanan ne voulaient pas forcément mener cette croisade mondiale pour la démocratie, mais les néoconservateurs ont transposé cette vision au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc, je pense que ce que nous voyons aujourd'hui avec Trump, c'est qu'il n'est pas la personne la plus cohérente idéologiquement. N'est-ce pas? Il se fie beaucoup à son instinct. À bien des égards, il a ravivé cette vieille vision de droite, un peu paléoconservatrice à la Buchanan, mais il est aussi en train de négocier entre différents courants. Il a des instincts différents, hein. Je pense que sur le Venezuela, il y a une sorte d'argument America First qui peut se défendre comme la défense de l'hémisphère occidental. Ce n'est pas que je le soutienne, hein, mais je peux voir une certaine cohérence là-dedans. Sur l'Iran, à mon avis, c'est une question très différente. L'America First refuse une guerre avec l'Iran contre l'intérêt américain. Ouais. Revenons un peu en arrière. Je suis curieux d'avoir ton point de vue, puisque t'es, je pense, plus clairement un historien de la droite que moi. À quoi attribues-tu le succès du mouvement néoconservateur, ou la victoire du mouvement néoconservateur sur le mouvement conservateur à la Buchanan? Est-ce que c'était juste de l'inertie, comme si les politiques de la guerre froide étaient plus faciles à poursuivre? Après, via le néoconservatisme, ou bien y avait-il autre chose? Comment comprendre qui, lequel, quelle vision du conservatisme a fini par l'emporter? Oui, c'est une question très intéressante. Honnêtement, ce n'est pas une question que je me suis posée. J'ai beaucoup réfléchi à ce débat entre néoconservateurs et vieille droite. Cela s'est produit pendant la guerre froide, et après, je veux dire, la division est devenue plus marquée et plus évidente une fois la guerre froide terminée. Comme je l'ai dit, et tu sais, je pense que beaucoup de choses peuvent simplement s'expliquer par la capacité des NE accent aigu aux conservateurs à s'imposer avec succès. Ils étaient vraiment très doués dans ce qu'ils faisaient. Beaucoup de ces gens étaient en fait d'anciens trotskistes, donc ils avaient une opposition intrinsèque au stalinisme. Et puis, en quittant ce type de politique de gauche, ils se tournaient vers le Parti républicain, qu'ils voyaient comme un véhicule plus efficace contre l'Union soviétique pendant la guerre froide. Et ensuite, quand l'Union soviétique s'est effondrée, je pense qu'ils ont simplement gardé cette énergie d'une certaine manière. Évidemment, ils ont atteint une sorte d'apogée de leur influence sous George W., l'administration Bush. Une partie de cela pourrait peut-être simplement s'expliquer par leur lien avec la faction Bush du Parti républicain. L'inertie est peut-être une bonne explication pour comprendre pourquoi ils ont gagné. Il y a quelque chose. Le fauconisme permet en quelque sorte de démontrer sa force aux électeurs, même si ces derniers ne souhaitent pas de politique belliciste. Il vous donne l'air d'un dur à cuire, ce qui est donc très attrayant pour un homme politique. Je pense que cela fait aussi partie de l'histoire. Et puis, vous savez, il y a le complexe militaro-industriel, il y a le lobby israélien, il y a des intérêts particuliers. Oui, recherchés. Les néocons gagnent. Absolument. Nous sommes à environ 70 km de Kampala pour inaugurer le centre Bethul Malope pour personnes ayant des besoins spéciaux et nous espérons voir de nombreux autres centres de ce type à travers l'Afrique. Nous avons un dortoir, des chambres pour l'internat et 10 salles de classe. Nous offrirons une éducation ainsi qu'une formation professionnelle, comme l'utilisation d'imprimantes de soins, afin d'augmenter les capacités de ces enfants ayant des besoins particuliers. Le centre vise à devenir un pôle régional et un modèle pour la prise en charge future des besoins spécifiques. L'Afrique. Mais bien au-delà des simples murs de la salle de classe traditionnelle, il existe cette force incroyable et nécessaire d'élever et de soutenir chaque membre de nos diverses communautés locales. Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre capacité unique à transformer votre profonde compassion humaine en un véritable espoir durable pour l'avenir de tous. Absolument. Creusons ce point intéressant. Ça vient de me traverser l'esprit. Pas dans mes notes, mais à explorer quand même. Et c'est aussi un sujet sur lequel j'ai fait quelques recherches cette année. Je n'étais pas au courant auparavant des liens avec les anciens trotskistes et les déserteurs de la gauche qui ont fini par influencer les mouvements néoconservateurs, comme David Horowitz. J'ai lu ses mémoires cette année. C'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup de choses à creuser à ce sujet. Tu sais, j'ai 10 ans. Je suis tenté de poser encore une question de suivi, mais j'aime bien avancer parce que j'apprécie le fait que tu aies mis sur la table plusieurs motivations possibles. Et on pourrait dire qu'il y a des intérêts alignés qui permettraient même à Trump, qui, je suis tout à fait d'accord, est bien plus transactionnel et guidé par l'instinct idéologique. Mais il y a toutes ces forces qui agissent en même temps. Donc même quelqu'un qui arrive au pouvoir avec une certaine promesse, ce n'est pas forcément le cas qu'il ne va tout simplement pas la tenir. Ils ont menti et ils avaient ce plan depuis le début. Et donc,
Au fur et à mesure que les choses évoluent, il y a différents facteurs. Tu sais, des forces contraires qui peuvent influencer quelqu'un. Et je pense que la voie est déjà bien tracée. Elle est bien tracée vers un discours belliciste, surtout en ce moment, pour beaucoup de gens. Ok, dernière question sur le dernier point. Peut-être concernant Trump en particulier, beaucoup de gens disent que c'est pour détourner l'attention des dossiers Epstein. Le timing est troublant, ou du moins, l'un des facteurs en jeu, c'est qu'il y a des éléments compromettants, voire beaucoup d'éléments compromettants. Des informations compromettantes qui sont conservées dans les dossiers Epstein. Et maintenant, c'est un peu en train de détourner l'attention. Est-ce que tu vois ça comme un facteur majeur, un facteur mineur, ou juste quelque chose qui tombe en même temps? Je dirais plutôt la dernière option. Enfin, mon hypothèse concernant les dossiers Epstein, dans la mesure où on peut utiliser cette appellation pour désigner un ensemble précis de documents appelés les dossiers Epstein, c'est que leur publication complète, sans aucune censure, contiendrait des informations embarrassantes pour Trump. Je suis sûr qu'en tant qu'ami playboy de Jeffrey Epstein dans les années 1980, il a fait certaines choses, avait certaines attitudes envers les femmes qui paraissent assez misogynes. Mais ce genre de choses n'est pas vraiment surprenant, non? Enfin, on sait tous plus ou moins qui est Trump, et je n'ai en fait jamais vu de preuve qui justifierait la version la plus sensationnaliste du genre de conspiration autour d'Epstein, c'est juste mon avis. Donc j'ai tendance à penser, tu sais, que Trump est clairement frustré. Avec toute cette histoire Epstein, il veut que les gens passent à autre chose. Beaucoup de personnes dans son entourage se sont fait un nom, ont bâti leur réputation en réclamant la publication de ces informations. Donc, c'est extrêmement gênant pour le mouvement MAGA. Mais je ne vois pas vraiment l'action au Venezuela et cette possible action imminente en Iran comme étant, en tout cas pas principalement, motivée par un désir d'étouffer cette affaire. Waze. Et il était Flondon, ce n'est pas pour rien. Peu importe ce qui pourrait sortir, qu'est-ce qui pourrait vraiment lui coller à la peau à ce stade? Tu sais, tu as récemment tweeté que le mouvement MAGA avait été, je cite, récupéré et déformé par rapport à sa posture initiale d'America First. Est-ce une question pertinente? Qui est en train de le récupérer et pourquoi? Eh bien, je crois que ce tweet, c'était moi en train de citer Lindsey Graham. D'accord. Oui, c'est ça. Et il est évidemment un républicain néoconservateur. Il n'a jamais entendu parler d'une guerre qu'il ne voulait pas soutenir, ni vu un pays qu'il ne voulait pas bombarder. Et il est devenu un grand soutien de Trump. Je veux dire, dans une certaine mesure, beaucoup de républicains l'ont fait, tout simplement parce que ce n'est pas très malin de s'opposer publiquement à Trump. Trump a totalement consolidé son pouvoir sur le parti républicain. Et donc, le fait que Lindsey Graham suive le Trumpisme peut être vu sous cet angle, mais il est aussi clair qu'il a l'impression de beaucoup gagner avec Trump, non? Et maintenant, il est manifestement en train de paniquer à l'idée que Trump ne bombarde finalement pas l'Iran. Trump, clairement, tu vois, il a fixé une ligne rouge. Il a dit qu'il viendrait au secours des Iraniens si la République islamique réprimait violemment les manifestations qui ont lieu depuis la fin décembre. Mais maintenant, il semble peut-être avoir des doutes ou essayer de revenir en arrière. Je pense que sa déclaration la plus récente était que la République islamique avait arrêté de tuer les manifestants et qu'il ne prévoyait pas de procéder à des exécutions. Donc, des gens comme Lindsey Graham sont en train de paniquer. Et ce à quoi je réagissais là, c'est qu'il a utilisé cette expression, rendre sa grandeur à l'Iran. Et on a vu ça aussi, rendre sa grandeur au Venezuela. Et ça m'a frappé comme l'exemple le plus évident du fait. Que le slogan MAGA America First est récupéré quand il remplace le mot America par un pays étranger. Dans ce cas précis, c'est pour une guerre accent aigu O, conservatrice, libérer les Iraniens, les gens du Moyen-Orient, répandre la démocratie. C'est ce que le néoconservatisme prétend faire. Oui, non, clairement. Je veux dire, j'ai des questions plus larges, des questions philosophiques sur la politique étrangère, mais c'est une transition naturelle pour parler du sionisme et de l'influence du sionisme à la fois sur l'individu, comme Lindsey Graham, mais aussi sur le système politique américain en général. Évidemment, ces 2 dernières années, c'est quelque chose qui est devenu un point central pour beaucoup d'Américains. Peut-être que si tu faisais partie de la communauté musulmane ou de la communauté arabe, tu en étais conscient plus tôt. Parce que nous subissons de plein fouet une grande partie du ciblage qui a lieu. Je sais pas si tu connais Baïka. Bétar a récemment été fermé à New York. Enfin, c'était plus que temps, pour être honnête avec toi. Avec la nature de leur ciblage des musulmans, des arabes, des palestiniens, mais aussi des personnes juives, en fait de toute personne qui s'oppose à Israël. En premier lieu, l'une des choses qui me dérange le plus, et que j'aborde quand je parle à des publics,
parce que je me déplace, je fais le tour du pays et je donne des conférences. C'est aujourd'hui le risque alarmant de voir la liberté d'expression reculer. Et je pense que la liberté d'expression est l'une de ces choses derrière lesquelles, en tant qu'Américains, nous devons vraiment nous mobiliser pour la protéger. Et c'est vraiment une pente très glissante si on commence à faire des compromis là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Shlomo Kramer sur CNBC plus tôt ce mois-ci. C'est un milliardaire israélien de la cybersécurité, un PDG dans la tech, et il a déclaré, je cite, « Il est temps de limiter le premier amendement afin de le protéger. » Bien sûr, vous savez, et il plaide pour un contrôle gouvernemental sur les plateformes de réseaux sociaux. Nous avons également constaté un effort concerté. C'est vraiment intéressant, alors que le discours public de, disons, différents segments de la communauté musulmane et de la communauté arabe cherche plutôt à obtenir des victoires symboliques, que ce soit par des campements ou par des déclarations de cessez-le-feu ou ce genre de choses. Les sionistes se concentraient plutôt sur des éléments réglementaires concernant la manière dont l'antisémitisme est considéré. L'application du titre 6, la liberté d'expression sur les campus, ou, vous savez, les limitations de la liberté d'expression sur les campus. L'une des grandes initiatives, c'est la définition de l'antisémitisme par la Shera, qui, non pas par sa définition explicite, mais à travers ses exemples illustratifs, assimile la critique d'Israël à de l'antisémitisme. Ensuite, j'ai vu sur Tucker et aussi sur votre plateforme, il y a des gens comme Fishback, il y a des personnes qui reconnaissent, que ce soit au Texas avec Greg Abbott, en Floride avec Ron DeSantis, ou encore avec Lindsey Graham, qu'il semble y avoir beaucoup d'hommes politiques américains qui sont très influencés, indûment influencés, par les désirs, les caprices, les préoccupations d'Israël. Peu importe la Constitution. Comment cela prépare-t-il les élections de mi-mandat de 2026 à droite? Comment cela façonne-t-il le Parti républicain? Est-ce que c'est une idée centrale? À quel point? Une chose que Mandani, pardon, je m'étends un peu, mais l'une des choses qui m'a marqué lors de l'élection de Mandani à New York, c'était cette tension entre le fait de rester dans le symbolique ou d'aller dans le concret, l'interaction entre les enjeux nationaux et internationaux par rapport à les enjeux locaux et tout ça, ce n'est pas mon cas. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas que ces élections deviennent un mandat ou un plébiscite sur l'influence israélienne. Mais il se pourrait très bien que ça le devienne si on continue dans cette direction. Est-ce que tu vois ça comme un élément central de la façon dont 2026 se profile, au moins dans le paysage des primaires à droite, et la liberté d'expression en général? Où est-ce qu'on va avec tout ça? C'est une bonne question. Je dirais, que cette interview de Fishback, la personne du American Conservative qui l'a interviewé a en fait une approche très critique envers Fishback. Notamment sur des questions liées à certaines choses que Fishback a dites à propos des Américains d'origine indienne et ainsi de suite. Même si cet intervieweur en particulier est clairement très critique envers Israël et le lobby israélien. Et évidemment, c'est un peu dans l'ADN de l'American conservateur d'être critique envers le lobby israélien. Oui, enfin, ces dernières années, tu sais, pendant la guerre à Gaza, on a vu une accélération d'une tendance déjà existante, à savoir l'évolution de l'opinion des Américains sur Israël, non? Israël est juste devenu nettement moins populaire qu'il ne l'était auparavant. Beaucoup d'Américains ont commencé à reconsidérer ces questions, à remettre en question la fameuse relation spéciale avec Israël. On voit vraiment que, d'une certaine manière, cela paraît encore plus spectaculaire à gauche, simplement parce qu'un très faible pourcentage de personnes au sein du Parti démocrate. Et les libéraux qui se définissent eux-mêmes disent qu'ils ont une opinion favorable d'Israël. Sinon, c'est un développement encore plus frappant à droite. Parce que je pense que, selon Pew Research, 50% des républicains de moins de 50 ans ont une opinion défavorable d'Israël. Et j'imagine que si l'on regardait cela de façon plus détaillée, en examinant tous les différents groupes, les jeunes républicains, la génération Z, auraient une opinion très défavorable d'Israël. Donc quelque chose a vraiment changé ici. La guerre à Gaza a contribué à ce changement. C'est un peu différent à droite qu'à gauche. Je pense que la gauche est davantage motivée par des préoccupations humanitaires. Et évidemment, pendant la guerre à Gaza, le conservateur l'était aussi. Mais l'accent mis à droite est différent. C'est vraiment une question de souveraineté américaine. Il s'agit d'avoir une politique étrangère qui serve les intérêts du peuple américain. C'est ça que signifie America First. Et ces questions académiques, ces problèmes de liberté d'expression sur les campus, j'y ai prêté attention un peu moins ces derniers mois.
Mais quand l'affaire Mahmoud Khalil a éclaté, l'étudiant diplômé de Columbia qui a été arrêté, détenu et menacé d'expulsion, ce qui a finalement été empêché, eh bien, quand toute cette histoire a surgi, j'ai écrit une chronique dans The American Conservative intitulée Mahmoud Khalil, vu de la droite, qui a d'ailleurs été beaucoup lue. Je crois que c'est même sur la page Wikipédia de Mahmoud Khalil où j'ai dit, bon, selon les lois sur l'immigration que je préférerais, il n'aurait sans doute pas été autorisé à entrer dans le pays dès le départ, parce que je suis partisan d'une politique migratoire restrictive. Je pense que, vous savez, les Américains devraient être privilégiés pour accéder aux universités américaines d'élite. En même temps, il n'est pas visé pour des raisons conservatrices classiques. Il est visé en tant que critique d'Israël, en tant que personne qui proteste contre Israël. Et cela soulève de sérieux problèmes, je pense, auxquels même les conservateurs, y compris ceux opposés à l'immigration, devraient être sensibles, indépendamment de ce qu'ils pensent de ce que Mahmoud Khalil disait à propos d'Israël. Et d'après ce que j'ai compris, il n'était en réalité pas un manifestant violent ou quoi que ce soit. Il a été mal représenté. Totalement. Absolument pas. Il était très impliqué en fait. Il était fortement engagé dans la diplomatie. Ouais, c'était un peu son truc à lui. Oui, il faisait en quelque sorte office de médiateur entre les étudiants juifs et les étudiants musulmans de l'université. Droite? Non, il me semble pas antisémite. Même si, en réalité, cela n'a rien à voir avec le sujet. Je veux dire, vous savez, pour moi, c'est comme si on se demandait qui profite de cette politique. Qui est vraiment derrière tout ça? Pour moi, ça semblait évident que c'était genre Myriam Adelson. Oui. Voilà, ce sont ces donateurs pro-Israël. Ce n'est pas vraiment l'impulsion derrière tout ça, ce n'est pas ce conservatisme America First. Et c'est exactement, je pense que c'est un excellent point à approfondir, parce que qui en profite et comment peut-on faire la différence quand des acteurs de mauvaise foi s'emparent d'un sujet qui pourrait pourtant concerner beaucoup de monde? Et tu parles d'immigration. J'avais prévu quelques questions sur l'immigration plus tard, mais puisque nous sommes sur le sujet, la question c'est, est-ce qu'il y a une inquiétude que les Israéliens et les sionistes exploitent? Les inquiétudes que les conservateurs américains ont à propos de l'immigration pour faire passer certaines politiques pro-Israël ou des choses de ce genre. Je veux dire, on voit ICE, et encore une fois, j'avais regardé ta discussion, ou plutôt ton débat, sur la réaction d'ICE dans le Minnesota. C'est quelque chose dont on pourrait parler plus tard, peut-être, mais tu vois, une des choses qui manque dans cette conversation, c'est la politisation, tu vois, de ces questions, qu'on peut aussi aborder d'un point de vue philosophique. Dans une bulle, on parle de qui devrait être autorisé à entrer et qui ne devrait pas l'être, et à quoi cela devrait ressembler. Et comment différents partis politiques ont exploité, disons, le système des réfugiés ou d'autres choses du genre. Ce ne sont pas des questions entièrement philosophiques. Tu sais, il y a aussi des questions de politique publique. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est qu'il y a des puissances étrangères qui essaient d'exploiter ces dynamiques, tu vois, pour attiser les tensions, genre, je n'y crois pas une seconde. Que certains des défilés qui ont eu lieu à Dearborn ou que les influenceurs sur les réseaux sociaux qui tournent autour de Minneapolis se soucient vraiment de l'immigration. Autant qu'ils s'en servent presque comme d'un subterfuge pour, tu sais, faire passer des messages anti-islamiques ou anti-musulmans ou peu importe ce qu'ils essayent de faire. Parfois, on dirait vraiment de l'agitation directe, tu vois, de cette manière qui vise à provoquer une réaction. Un peu comme une vieille politique, un peu dans l'esprit de l'après 11 septembre, qu'on essaie de ressusciter. Donc j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais aussi sur l'avenir de la relation de l'Amérique avec Israël. Surtout avec ce que tu observes à droite. Est-ce qu'Israël pourra un jour revenir de ça? Ou est-ce que c'est fini? Oui, enfin, je pense que la première chose que je dirais, c'est que le lobby pro-israélien, d'une certaine manière, n'est pas totalement unique, tu vois. Il existe des lobbies ethniques aux États-Unis. Des lobbies qui défendent clairement les intérêts de nations étrangères existent aux États-Unis. Le lobby pro-israélien a été particulièrement efficace sur le plan politique. Mais si tu penses, par exemple, à cette opération au Venezuela, le raid qui a mené à la capture de Maduro, la politique générale de renversement de ces gouvernements de gauche en Amérique latine, beaucoup de choses sont liées à cette petite communauté de la Havane en Floride. Ouais. Ils ont un représentant important et influent à la Maison-Blanche sous la forme de Marco Rubio. Et ce n'est pas si différent de ce dont on parle quand on évoque le lobby pro-israélien, non? Donc ce n'est pas quelque chose de totalement unique. Je pense qu'il faut le voir dans ce registre-là. En gros, il joue simplement le jeu politique d'une manière qui nous est familière, non? Je pense quand même que, à droite, le fait que Trump ait gagné sur une plateforme America First a rendu toute cette discussion assez gênante.
Parce qu'il y a une contradiction évidente. Pourquoi devrait-il y avoir cette relation spéciale entre les États-Unis et Israël? N'est-ce pas le cas, se demandent certains, que beaucoup des politiques étrangères américaines de ces 25 dernières années, en réalité, n'ont pas vraiment profité à l'Amérique. Et peut-être même qu'elles n'étaient pas principalement destinées à profiter aux États-Unis. Beaucoup de gens ont l'impression que notre politique étrangère au Moyen-Orient visait à bien des égards à favoriser Israël. Je pense que c'est un sujet assez complexe, parce que je crois que les stratèges américains considèrent parfois Israël comme un chien d'attaque, vous voyez. Mais pour la plupart, je pense vraiment que toute cette histoire avec l'Iran est clairement motivée par les intérêts israéliens, non? Donc, à l'avenir, ça va être compliqué parce qu'il se trouve maintenant que la droite a les voix les plus fortes. Les voix les plus pro-Israël et les voix les plus anti-Israël. Et ça crée une coalition vraiment bancale. Je ne pense pas que ce soit les sujets que l'électeur lambda met en priorité dans l'isoloir, la politique étrangère en général. C'est probablement un peu plus important que ce que beaucoup d'analystes politiques imaginent, mais dans l'ensemble, les Américains pensent surtout à des questions de portefeuille, vous voyez. Vous savez. L'inflation, l'immigration aussi. Donc je pense qu'il va falloir trouver une sorte de modus vivendi auquel les différentes factions du Parti républicain pourront adhérer. Je vois vraiment JD Vance comme une personne tout à fait crédible pour faire avancer le Parti républicain sur ce point précis, non? En fait, ce n'est pas quelqu'un d'anti-Israël. Vous savez, il est associé à une politique étrangère de retenue, mais il a toujours un peu fait une exception. Une exception pour Israël. Vous pouvez regarder le discours qu'il a prononcé lors d'un événement co-organisé par le Quincy Institute et The American Conservative, dans lequel il explique son soutien à Israël. Il a quelque peu changé de discours à ce sujet. Maintenant, sa perspective est plutôt, vous savez, quand les intérêts américains et israéliens sont alignés, quand ils se recoupent, alors, vous voyez, on peut coopérer avec Israël. Quand ils divergent, alors on fera notre truc de notre côté et eux feront le leur. Et je pense que ça doit être la perspective à adopter à l'avenir. Et je pense qu'Israël s'y prépare. Par exemple, Benjamin Netanyahou semble clairement reconnaître qu'ils arrivent au bout du rouleau. En gros, la piste d'atterrissage, à un moment donné, le soutien américain, du moins ce soutien inconditionnel et généreux, va finir par s'arrêter. Ils ont besoin de se désintoxiquer. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils accélèrent un peu maintenant, pour être honnête, en ce qui concerne leur. C'est ça le truc. Je veux dire, il y a une question de viabilité. Parce que Netanyahou a aussi dit, au fil des nombreuses décennies où il a été au pouvoir, que, tu sais, Israël ne peut pas survivre sans le soutien des États-Unis. Donc, dans quelle mesure est-ce du bluff ou une manœuvre? C'est ça le truc. Je ne vois pas. Honnêtement, je ne vois pas comment Israël peut exister sans l'ONU. Je sais que Matt Walsh a fait des commentaires similaires et que Tucker a aussi tenu des propos dans ce sens. Je ne vois pas, parce que c'est là que je ne suis pas d'accord. Enfin, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, oui, il y a toujours des groupes ethniques qui défendent leurs propres intérêts. Bien sûr, c'est une activité protégée. Mais je ne connais aucun autre groupe qui fait ce que fait Israël ou leur lobby. Par la manière mafieuse dont ils opèrent, la façon dont ils commettent des assassinats partout dans le monde, la façon dont ils bafouent les lois locales. Et ils réclament activement et ouvertement que des amendements constitutionnels ou des libertés soient restreints. Je ne connais aucun autre groupe qui est « je ne suis pas sûr ». Si vous vous êtes penché en profondeur sur l'histoire de la législation antiterroriste aux États-Unis, vous savez que cette législation a été largement élaborée en collaboration avec Israël, principalement pour cibler l'OLP et l'APL. Dès le début, à partir de 1969, la première fois que le terrorisme est devenu un sujet, une catégorie juridique dans la législation fédérale. La première loi, la loi sur l'immigration de 1969, interdisait aux Palestiniens de recevoir l'aide de l'ONU s'ils avaient reçu une formation militaire. Donc, à partir de 1969, cette idée de terrorisme dont les gens se plaignent, et leur intuition est juste quand ils critiquent l'incohérence de ce terme juridique qu'on appelle terrorisme, l'une des choses, comme tu l'as souligné dans la discussion sur l'IS, c'est que le gouvernement affirme que Miss Good était impliquée dans le terrorisme intérieur, mais en réalité, nous n'avons pas vraiment de définition claire de ce que cela signifie. Ce n'est certainement pas une définition qui inclurait tout ce que nous voulons inclure et exclurait tout ce que nous voulons exclure. Et il en va de même en matière de politique étrangère. De nombreux juristes ont publié des articles à ce sujet dans des revues juridiques. C'est ça ton ambiguïté?
La définition du terrorisme en fait un outil de politique étrangère, plutôt qu'un moyen de protéger réellement des vies américaines. Et c'est quelque chose qui, je crois, fait partie de l'histoire que je connais et qui est en quelque sorte délibéré. C'est en quelque sorte délibéré, car cela vise à étouffer la solidarité avec la Palestine à l'échelle internationale, en coupant tous les points de soutien financier potentiels à la société civile palestinienne. Bien sûr, personne ne veut que l'argent aille à des groupes radicaux. D'accord, pas de problème. Mais quand on tente de faire migrer cette loi dans les années 90, comme cela a été fait jusqu'à aujourd'hui, on peut même plus collecter de fonds pour des causes humanitaires, parce que maintenant tout est simplement étiqueté comme terrorisme. Eh bien maintenant, tout le monde est un terroriste. Mais comment peut-on accepter ça? C'est une justification qui part complètement à la dérive. Je ne connais aucun lobby ni aucun groupe ethnique qui soit allé aussi loin. Et vous savez, sans être freiné par les autorités ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, je dirais que l'influence israélienne est unique, peut-être pas catégoriquement ou dans la nature, mais certainement dans le degré. Je ne sais pas vraiment comment les choses vont évoluer. Je vois pas d'avenir. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'escalade et presque autant de... Ça ne semble même pas vraiment réfléchi. À ce stade, ils s'en vantent, non? Quand Netanyahou rencontre des influenceurs sur les réseaux sociaux et leur dit « on va vous payer et on passe des accords avec Elon Musk, on passe des accords pour ajuster l'algorithme de Grok et modifier l'IA. » Elles sont très évidentes. Les prises de contrôle des différents médias par Ellison. C'est très direct. Et je pense que s'ils se sentaient plus en sécurité, les choses seraient beaucoup moins tendues et moins évidentes qu'elles ne le sont actuellement. Je suis pas sûr de votre avis là-dessus. Je veux pas insister. Il reste tant à dire. Bah oui. Eh bien, je voudrais répondre à... Je t'en prie. Oui, je pense qu'il faut faire quelques distinctions. Si vous parlez d'assassinat, oui, vous savez, les services de renseignement israéliens sont plutôt connus pour leur poigne de fer et leur volonté d'utiliser, vous savez, des formes de violence stupéfiantes et des actions secrètes à l'étranger. C'est vrai. Je pense pas qu'on puisse attribuer cela au lobby ethnique. Prenons l'exemple des États-Unis, et pour revenir à votre dernier point, vous disiez que si les gens se sentaient plus en sécurité, les choses évolueraient différemment. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, il s'agit de faire des distinctions entre, par exemple, Israël et la communauté juive américaine, la diaspora juive, puis les Américains en général. Vous savez, en Israël, c'est clairement une société qui se sent assiégée, n'est-ce pas? Ils ont l'impression d'être un tout petit pays, 9,5 millions d'habitants ou quelque chose comme ça, entouré de nations arabes plus grandes, et aussi de nations perses, n'est-ce pas? Et je pense que Netanyahou en particulier, probablement hérité de son père, a cette vision générale, et beaucoup de gens en Israël partagent cette vision, selon laquelle l'antisémitisme est en quelque sorte une constante universelle, et qu'il ne peut pas être influencé par les actions d'Israël. C'est quelque chose qui existera toujours et ils doivent faire avec. Ils doivent adopter une politique étrangère plus agressive, plus audacieuse. Ils doivent prendre l'initiative stratégique parce que cela ne disparaîtra pas. Donc ils doivent juste, vaincre leurs ennemis. C'est ça. Et je pense que je ne sais pas comment on peut dépasser ça en Israël, parce que c'est une opinion largement partagée. Tu sais, Netanyahou n'est pas vraiment à l'extrême du spectre nationaliste ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il est impopulaire pour différentes raisons. Mais la plupart des Israéliens, tu sais, s'ils s'opposaient à la guerre à Gaza, c'était parce qu'ils voulaient récupérer les otages. Ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons que, par exemple, la gauche ici en Amérique s'y oppose. Et puis ici en Amérique, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Même si pour la plupart des juifs américains, Israël a une certaine importance, il y a une fracture qui se crée entre, disons, les Israéliens et les juifs américains, surtout chez les jeunes juifs américains. Ils ne voient tout simplement pas les choses de la même façon que les Israéliens. Et ce sera intéressant à observer dans les années à venir. Dans de nombreux cas, ce sont eux qui menaient ces manifestations sur les campus universitaires contre la guerre à Gaza, non? Absolument. Non, ce sont des distinctions très importantes à faire. Et c'est pourquoi je pense qu'une application stricte du FARA est essentielle justement pour que ces distinctions restent claires. Parce que parfois, malheureusement, avec des groupes comme Beitar par exemple, on a l'impression que les frontières sont volontairement brouillées. Il est donc difficile de dire qui agit au nom d'une puissance étrangère et qui agit en tant qu'Américain. Évidemment, il y a beaucoup de discussions sur la double loyauté et des choses de ce genre, et la double nationalité, et d'autres choses encore, la double nationalité et le gouvernement.
Brot, je sais que Tucker a un avis très tranché sur la question. Mais vous savez, votre point de vue est très intéressant. Et je suis d'accord qu'il y a quelque chose, enfin, je vais le dire de façon un peu plus provocante, il semble y avoir quelque chose dans l'ADN de la façon dont le gouvernement israélien est construit, qui mène presque à cette paranoïa. Je ne cache absolument pas mes opinions. Je pense que cette paranoïa vient du péché originel lié à la manière dont l'État a été fondé. Je pense que la Nakba et le nettoyage ethnique, ainsi que la Haganah, l'Irgun et tout ce qui s'est passé à cette époque-là, je pense que cela engendre une paranoïa comme celle dont Frantz Fanon parlait, non? Quand on commet des massacres et qu'on sait au fond de soi qu'on a mal agi, une forme de paranoïa s'installe. Je crois que c'est une sorte de principe moral universel dans le monde, sans vouloir dire que, bien sûr, lorsqu'il y a un conflit, il peut y avoir différents types de responsabilités. Des deux côtés, chez plusieurs parties et sur plusieurs fronts. Mais je pense qu'il y a un élément fondateur qui me paraît profondément injuste. Et cela soulève une question comme est-ce qu'Israël, en tant que gouvernement, devrait... Nous parlons du gouvernement, pas du peuple, mais le gouvernement devrait-il parler d'un État se déclarant juif, ce qui, selon moi, signifie un État suprématiste juif. Je suis peut-être mal informé à ce sujet, mais je vois pas comment cela ne pourrait pas aboutir à l'apartheid si ce type de gouvernement existait. Donc, Eh bien, tout d'abord, je tiens à préciser que je m'intéresse davantage à l'Amérique qu'à Israël, bien sûr. Et vous savez, comme je l'ai dit plus tôt, un homme de droite a une vision un peu différente de celle d'un homme de gauche sur ce sujet, qui est critique envers Israël et la relation entre les États-Unis et Israël. Relation. La question c'est, Israël devrait-il exister en tant qu'État juif? C'est une question qui se pose un peu sur un plan moral, non? Et en général, je n'analyse pas la politique sur ce plan-là à proprement parler. Ce que je dirais à propos d'Israël, c'est qu'il existe, non? Il semble que ça ne mène nulle part. La question est de savoir comment progresser vers une situation plus stable au Moyen-Orient. Et je suis pas forcément d'accord, je comprends votre point de vue sur la Nakba. Vous le savez, cela a certainement créé un traumatisme. Avec les Palestiniens, ce serait difficile à surmonter. Il y aura toujours une division et une tension à cet endroit. Mais je sais pas si ces choses étaient vraiment aussi prédéterminées à l'époque. Si vous y réfléchissez, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du mémo Clean Break. Ce mémo est devenu plus célèbre et bien connu. Il a été rédigé, je crois, en 1996 pour le premier ministre entrant de l'époque, Benjamin Netanyahou. C'est pour dire depuis combien de temps il est là. Et vous savez, il n'a pas été premier ministre en continu tout ce temps, mais c'est à ce moment-là qu'il arrivait pour la première fois à ce poste. Et ce mémo a en fait été rédigé par des NE accent aigu hauts conservateurs américains qui allaient ensuite rejoindre l'administration Bush. Et ils soutenaient qu'Israël devait se montrer puissant. Il fallait qu'Israël prenne l'initiative stratégique. Il ne pouvait plus rester dans ce cadre de la terre contre la paix, où il essayait de trouver une forme d'accommodement avec le monde arabe. Fallait simplement qu'il batte ses ennemis et adopte une approche beaucoup plus agressive. Il fallait aussi mettre en avant les valeurs occidentales afin d'obtenir le soutien des États-Unis, pour que les États-Unis suivent le mouvement, et je dirais que d'une certaine manière, ça a plutôt bien marché pour Israël. Parfois, on a l'impression qu'ils défoncent tout. Je suis sûr que c'est ce qu'ils ressentent quand ils voient comment ils ont affaibli les Hezbollah, etc. Mais d'un autre côté, je pense que c'est très instable. Oui. Je pense qu'en ce qui concerne les intérêts à long terme d'Israël, on se retrouve dans une situation où les États-Unis, le soutien occidental à Israël va diminuer à cause de l'évolution de l'opinion publique en Amérique. Et puis Israël, à cause de sa forme de bellicosité au Moyen-Orient depuis longtemps, mais qui s'est accélérée ces dernières années, est en train de vraiment effrayer ses voisins. On voit apparaître certains signes d'une sorte d'alliance de puissance musulmane contre lui. Et on peut imaginer que la combinaison de ces facteurs pourrait aboutir à une situation très instable, disons, d'ici une vingtaine d'années. Et je pense que les États-Unis devraient en être conscients. Et moi, je suis toujours en train d'essayer de chercher des opportunités diplomatiques. Et je ne sais pas si ce genre de récit du péché originel est forcément utile à cet égard. Parce que si tu commences à dire aux Israéliens « Oh, vous devez renoncer à votre État en tant qu'État juif », est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que tu arriveras un jour à les convaincre de faire ça? Ça paraît assez improbable. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Je veux dire, je trouve ça très intéressant.
Donc, une des questions que j'avais gardées de côté et que je voulais poser plus tôt, tu sais, quand tu dis que tu ne t'inquiètes généralement pas de ce qui devrait ou ne devrait pas arriver, on parle de politique, ça semble être une conception plus réaliste de la politique. Une des choses qui m'interpelle au sujet du conservatisme en général, et notamment avec les différentes factions, voire les factions concurrentes, ou la nature contestée de ce mouvement que des événements récents comme le Venezuela et l'Iran mettent en lumière, c'est que où est Dieu dans tout ça? Où est la foi? Quel rôle cela joue-t-il lorsque nous réfléchissons à la politique étrangère? Est-ce vraiment juste? Peut-on, et c'est une question très ouverte, je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais peut-on se considérer comme des personnes de foi avec une vision aussi, j'irais même jusqu'à dire matérialiste? Vous voyez, dans une compréhension réaliste de la politique qui n'inclut pas une perspective morale sur ce qui devrait être ou... Je ne suis pas sûr. J'ai beaucoup de questions, bien plus de questions que de réponses à ce sujet, mais j'ai envie de vous passer la parole pour avoir votre avis. Oui, c'est intéressant. Une façon de voir que nous sommes entrés dans une sorte de monde post-libéral où l'on assiste à un retour du politique, c'est que les questions religieuses et spirituelles reviennent un peu sur le devant de la scène. Genre, et on peut y réfléchir. Je ne réfléchis pas à ce niveau de profondeur. D'habitude, tu vois, je fais du journalisme et je suis l'actualité au jour le jour. Ouais. Donc c'est agréable d'avoir l'occasion d'aller au-delà des gros titres. Mais on peut considérer les questions religieuses et spirituelles, par définition, comme des questions de sens ultime. Et c'est intéressant de voir qu'on en parle davantage en ce moment. Et toi? Il y a ce débat sur la question de savoir si le judéo-christianisme est une catégorie que nous... C'est plus bas sur la liste. Oui, on en parlera. On voit apparaître des interprétations bibliques dans le contexte d'Israël. Et d'une certaine manière, l'Amérique est assez unique parmi les pays occidentaux pour avoir conservé un certain niveau de religiosité, n'est-ce pas? Certainement, par rapport à l'Europe, oui. Mais d'un autre côté, le libéralisme essaye de mettre ces questions entre parenthèses. Il ne veut pas s'engager dans ces questions de signification ultime, en partie parce qu'il ne pense pas que cela ait de l'importance pour la citoyenneté, pour la relation entre les citoyens et le gouvernement. Et il ne pense pas que le gouvernement doive imposer une quelconque grande conception religieuse au peuple. Vous savez, cela fait partie de la liberté de religion. Cela a des racines profondes dans la tradition politique occidentale. Mais je ne pense pas qu'on puisse mettre ces questions entre parenthèses indéfiniment. C'est ça. Et ce que nous faisons, vous voyez, j'adopte une sorte de perspective nietzschéenne, je crois, sur ces questions. Dans le sens où je pense que le monde occidental, si vous me permettez d'utiliser cette catégorie, c'est... Nous sommes dans cette phase post-chrétienne, et une chose que les gens réalisent, c'est qu'on peut pas simplement arracher Dieu de la vision chrétienne et se contenter de laisser le libéralisme ou autre chose. On peut pas simplement évoluer vers une sorte de philosophie athée, sans provoquer une véritable forme d'ennui dans la population. Les gens se sentent perdus. Ils ont l'impression de ne plus comprendre leur place dans le cosmos. Cela coupe vraiment nos liens. Et les gens se tournent vers la drogue et le matérialisme, comme vous le suggériez un peu plus tôt. Et donc, je pense vraiment que c'est un problème majeur qu'il faut aborder. Et aussi, d'un point de vue purement pratique, comme le déclin de la fréquentation des églises, c'est généralement utilisé comme un indicateur du recul de la religiosité. Cela a de vraies conséquences négatives et concrètes. Historiquement, les églises en Amérique étaient en quelque sorte un lieu pour, par exemple, nourrir les pauvres ou encore loger les sans-abri, n'est-ce pas? Elles offraient un sentiment de communauté et une sorte d'ordre moral qui était appliqué collectivement. Et je pense que cette perte est terrible pour l'Ouest. Aux quatre coins de notre vaste planète Terre, englobant chaque continent, chaque océan et chaque culture qui compose l'intégralité de notre monde actuel. Louange à Allah. C'est toujours un immense plaisir de vous revoir ici. Et pour être tout à fait honnête avec vous aujourd'hui, j'ai dû revenir exprès pour acheter une autre coupe menstruelle de la marque Thinking Muslim Cup. En effet, ma chère collègue Fatima, qui travaille quotidiennement à mes côtés, en voulait vraiment une autre pour son usage personnel après avoir entendu tant de bien sur la qualité exceptionnelle de ce produit spécifique que vous proposez. Si vous souhaitez soutenir ce projet, merci d'envisager de faire un don ou de devenir membre. Oui, je suis d'accord.
Et je pense qu'une des choses qui m'ont attiré vers l'islam, c'est qu'il y avait presque cette idée que ces questions ne devraient jamais être mises de côté, n'est-ce pas, comme le fait le libéralisme. Même si tu parles de politique, tu parles d'économie. La dimension morale de ce qui devrait être, de ce que Dieu attend de toi, n'est-ce pas? On ne peut pas vraiment l'exclure de la discussion. Cela ne nécessite pas forcément une politique totalitaire, où il faudrait maintenant imposer ceci ou cela, comme ça. Je vois cela comme une question politique, qui concerne autant les personnes de foi que celles qui ne le sont pas. Sur, tu sais, comment gérer la différence. Tu vois comment permettre un marché des idées. Comment permettre aux gens de se convaincre les uns les autres. Et comment, ouais? Jusqu'où es-tu prêt à laisser les gens essayer de convaincre, tu vois? Et ça amène à une question plus large que je voulais justement te poser en choisissant mes questions ici, laquelle je veux aborder en premier. Quel est le cœur? Quel est le cœur de la civilisation occidentale? Comment le définit-on? Tu sais, Tucker s'est arrêté sur une certaine notion d'individualisme moral que je trouve profonde. Mais je pense aussi qu'il passe à côté de quelque chose d'important, à savoir que ce n'est pas exclusif à l'Occident. Il le présente comme quelque chose d'exclusif à l'Occident. C'est aussi une valeur très islamique, ironiquement, l'idée qu'il n'y a pas de culpabilité collective ni de punition collective, que chaque âme ne portera rien pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est en partie pour cela que la théologie islamique rejette l'idée de l'expiation par procuration, parce que nous croyons, en raison de l'individualisme moral, que chaque personne sera jugée individuellement, comme il est écrit dans le Coran. Donc, si ce n'est pas une valeur occidentale, si c'est en réalité une valeur plus large qui existe ailleurs, soit l'islam est occidental, soit l'Occident l'est, n'a pas le monopole d'une valeur particulière. Cela soulève cette question plus philosophique de ce qui est fondamental. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui caractérise et distingue la civilisation occidentale à ce stade? Est-ce le christianisme? Est-ce autre chose? Je ne suis pas sûr de ce que vous en pensez. Je pense qu'il est généralement difficile de répondre à ce genre de questions de cette manière. Par exemple, quelle est l'essence de telle nation ou de tel groupe en particulier? Souvent, il n'y a pas de noyau ou défense, il y a juste une sorte de ressemblance familiale, non? Et si je devais répondre à la question de ce qu'est l'Occident, et que l'on parle de civilisation occidentale, parfois dans les écrits sur la politique étrangère, on entend parler de l'Occident comme d'un genre d'accord de sécurité qui inclut, par exemple, le Japon. Mais si l'on parle de civilisation occidentale, vous savez, je pense que, d'une certaine manière, il est évident que l'Amérique en fait partie. Par exemple, nous sommes à Washington DC, en ce moment. On peut le voir même dans l'architecture, cette sorte d'inspiration gréco-romaine et, vous savez, de l'Antiquité pour l'architecture politique américaine. La conception de notre Constitution a été fortement influencée par la tradition de la philosophie politique occidentale remontant jusqu'à l'Antiquité romaine, n'est-ce pas? Si on regarde l'histoire de la pensée politique occidentale, les Européens étaient tous en quelque sorte, il y avait tellement de brassage d'idées au point que, vous voyez, on pense que, par exemple, Thomas Hobbes est un philosophe politique anglais, mais il vivait en France et était influencé par les Italiens, vous voyez? Donc il y a clairement des regroupements culturels distincts. Et c'est ça, une civilisation. C'est comme le plus grand regroupement culturel auquel t'appartiens. Qu'on appelle l'Occident, qui inclut l'Amérique du Nord et l'Europe. Je veux dire, on parlait du fait que le libéralisme aime mettre de côté les questions religieuses. Il aime aussi mettre de côté la question raciale, mais je pense que la race fait partie de tout ça. Aussi gênant que cela puisse être à considérer pour certains, l'Occident, c'est en quelque sorte la moitié du monde blanc. C'est comme les blancs non russes, C'est une façon de voir les choses. Et en Amérique, au Canada et en Australie, on était européens dans ce sens-là. Tu vois, c'était en quelque sorte des ramifications, des colonies issues de l'Europe, pas des victimes de la domination coloniale. Mais tu vois ce que je veux dire? Voilà. D'une certaine manière, oui, c'était le cas, mais tu soulèves un point, c'est quelque chose de différent. Ce n'étaient pas des peuples extérieurs qui ont été colonisés. Ils étaient eux-mêmes européens qui se sont éloignés du continent. Et puis, une des raisons pour lesquelles cela est devenu un peu confus, c'est qu'avec le temps, tu sais, ces dernières décennies, il y a eu une transformation démographique très rapide du monde occidental. C'est une façon de voir que la civilisation occidentale forme un ensemble cohérent. Ils font tous face au même phénomène, non? Partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Ils vivent tous en même temps quelque chose d'assez inédit, comme une sorte de transformation démographique volontaire de leur pays.
Je veux dire, ça a rendu toute cette question encore plus difficile à aborder. Et je pense que c'est pour ça que les gens se tournent vers ce genre d'abstraction, comme l'Occident c'est le libéralisme, tu vois, ou l'Occident c'est l'individualisme, comme le dit apparemment Tucker Carlson. Et je suis d'accord pour dire que ça ne suffit tout simplement pas. Si je réfléchissais à ce qu'est la civilisation occidentale, tu sais, ce n'est pas totalement séparé des autres. L'une des choses intéressantes avec la civilisation occidentale, c'est qu'elle s'intéresse un peu au monde, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Un exemple de cela, c'est en fait la pollinisation croisée entre les peuples musulmans, l'islam et la civilisation occidentale, comme on le voit à travers la Renaissance et le début des Lumières, tu sais, des gens comme Francis Bacon qui ont été influencés et qui utilisaient en fait, tu vois, des manuels produits par des musulmans. Et d'autres choses aussi, même sur le plan politique, tu sais, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, j'ai coécrit un livre d'histoire islamique cette année, intitulé « L'islam dans l'histoire mondiale », publié chez Routledge. Et l'une des choses que les gens ignorent, c'est que, tu sais, lors de la réforme protestante à travers l'Europe, ils ont sollicité l'aide de l'Empire ottoman comme rempart contre les catholiques. Oui. Ils avaient peur, tu sais, d'être en quelque sorte ramenés dans le giron. Donc que ce soit la reine Élisabeth en Angleterre, mais aussi les États allemands, mais aussi l'Europe de l'Est, la Roumanie actuelle et la Hongrie. Tu sais, cela soulève une question plus large sur l'histoire versus la mémoire et la manière dont cette histoire est présentée. Parce que, alors que des gens comme Gibbon écrivent cette histoire en disant, tu sais, que l'islam a été vaincu à Vienne, moi je dis, eh bien, les protestants ont aussi appelé certains de leurs groupes protestants qui ont invité les Ottomans à venir à Vienne. Parce qu'ils avaient peur des Habsbourg, ils craignaient d'être ramenés, tu sais, forcés à adhérer à la foi catholique dans ce cas précis. Donc, tu sais, il y a des questions de délimitation, c'est certain. Il y a aussi des questions de sélection, je pense, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va présenter ou peut-être projeter sur le moment présent quelque chose qui est enraciné dans le passé, on fait forcément un choix. On se tourne vers les Grecs, on choisit de retenir l'architecture et la philosophie, on laisse de côté les oracles, le polythéisme et le paganisme. On passe sous silence les Ostrogoths et les Wisigoths. On écarte, on fait des choix, il y a des décisions éditoriales qui sont prises. Et cela nous amène à la question des valeurs judéo-chrétiennes. Parce que, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Il me semble, tu sais, en connaissant l'histoire comme je la connais, que c'est presque un oxymore, surtout pour les personnes très attachées au christianisme, disons, comme les conservateurs, pour qui Dieu passe avant tout. Que ces deux groupes, chrétiens et juifs, ont eu des relations très tendues, des relations vraiment tendues au fil de leur histoire. Je dirais même des relations bien plus tendues que celles entre musulmans et juifs. Et pourtant, au cours des 100-150 dernières années, on a vu apparaître cette construction ou cette élaboration de l'idée de valeur judéo-chrétienne. Je n'y crois pas vraiment. Je ne vois pas vraiment cela comme ayant une réalité tangible en dehors de ce que les gens imaginent que c'est. C'est presque comme un symbole vide dans lequel on peut projeter tout un tas de choses. Pour ma part, je crois certainement pas qu'Israël soit une société démocratique. Je considère pas qu'Israël représente les valeurs occidentales, même celles que nous espérons défendre. Si nous espérons que la civilisation occidentale soit définie par une certaine, vous savez, liberté de penser, encore une fois, un marché des idées, la persuasion, ce genre de choses. On peut pas faire ça en Israël. Par exemple, il y a des routes pour les Palestiniens, il y a des routes pour les Israéliens. C'est une société d'apartheid, de haut en bas. Donc, je remets en question tout ça, sans même parler de certaines choses encore plus provocatrices. Comme ce que disent, tu sais, les Nick Fuentes de ce monde à propos, tu sais, de cette tension fondamentale liée au rejet de Jésus. Et pour moi, cela met vraiment en évidence le caractère politique et construit de certains de ces concepts. Que les musulmans, qui acceptent et vénèrent Jésus comme le Messie, sont vus, dans une perspective à la Huntington, comme l'autre civilisationnel de l'Occident. Et puis d'autres personnes qui rejettent, tu sais, la morale de Jésus. Tout à fait. Sont perçus comme étant civilisationnellement plus proches, oui, comme on pourrait l'argumenter, tu sais, les Ashkénazes à travers l'Europe. Et peut-être qu'il y a des aspects culturels. Mais pour moi, cela met vraiment en évidence le caractère très politique et construit de ces termes. Et au fond, ce que je veux dire ici, c'est que ce qui m'inquiète, c'est que cela nous freine, que nous avons besoin, plutôt que de symboles rassurants,
Nous devons vraiment approfondir ce que sont exactement les valeurs qui, selon nous, font de nous ce que nous sommes, afin de pouvoir reconnaître précisément quand ces valeurs sont menacées et comment les protéger de manière solide. Et c'est ça qui me fait peur. Ma crainte, c'est que, et j'aimerais avoir ton avis précisément sur ce point, je me demande s'il n'y a pas une tension entre les dynamiques ethniques ou raciales, peu importe comment on veut les qualifier, de l'identité de la civilisation occidentale et celles qui sont morales ou fondées sur des valeurs. Je me demande s'il n'y a pas une tension à ce niveau-là. L'historien en moi me dit qu'il doit forcément y en avoir une, parce que même les ethnies sont fluides. Tu sais, quand Garibaldi a unifié l'Italie en 1861, il a dit « Bon, nous avons l'Italie, maintenant faut faire des Italiens ». Ces choses-là n'existent pas de façon innée, elles ont une genèse, une ethno-genèse, n'est-ce pas? Ces groupes se forment, puis se dissolvent et finissent par se mélanger au fil du temps. En reconnaissant cela, certaines des façons dont cela s'est produit au cours des 70 dernières années, tu sais, ont été assez artificielles ou accélérées. Oui, tu vois, peut-être sans précédent à certains égards. Mais en général, oui, les ethnies apparaissent et disparaissent, elles commencent et s'arrêtent, elles se fondent dans d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a l'anglais ancien, le moyen anglais, l'anglais tardif, c'est pour ça que l'idée de l'Angleterre pour les Anglais existait avant l'arrivée des Saxons, avant l'arrivée des Romains. Il y a un certain degré de flexibilité et de changement qui se produit, et je me demande s'il n'y a pas une tension inhérente entre ces deux dynamiques. Si nous devions choisir, pour être provocateur, si nous devions choisir entre un futur 2070, l'Amérique de 2070, où nous avons un certain régime de valeurs, nous devons choisir entre un régime de valeurs ou une identité ethnique ou raciale. Lequel l'emporte? Et comment cela se passe-t-il? C'est une bonne question. C'est beaucoup, t'as dit tant de choses, je vais tenter de répondre à tout de mémoire. Oui, vas-y. Je veux dire, quand tu parlais de la curation et de la mémoire historique, je trouvais ça intéressant. Et l'oubli fait partie du processus historique. Je pense pas que ce fait mène nécessairement à une sorte d'orientation déconstructionniste, tu vois. Un certain type de groupe qui a participé à l'oubli historique. Je pense que cet oubli peut être une source de créativité, même dans ta vie personnelle. Par exemple, si tu penses à ta biographie en termes de, toutes les erreurs que t'as faites et tout. Oublier la miséricorde. Ouais. Oublier est une miséricorde. Ouais, sinon tu serais perdu, tu vois. Faut se souvenir, il faut en quelque sorte se rappeler certaines choses de façon sélective, juste pour pouvoir avancer dans la vie. Et je pense que c'est pareil pour, tu sais, les histoires nationales, les histoires de groupe. Le judéo-christianisme, c'est un autre sujet que t'as évoqué. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Je n'ai pas vraiment exploré ça. Je sais qu'il y a un débat en cours à droite, ou du moins dans certains coins de la droite en ligne à ce sujet. Il me semble que beaucoup de personnes critiques envers Israël sont aussi très critiques envers l'idée de judéo-christianisme. Mais évidemment, ce terme est en quelque sorte artificiel. D'après ce que je comprends, les gens n'utilisaient pas ce terme il y a plus de 100 ans. Je pense pas que les États-Unis, les fondateurs se considéraient comme adhérents au judéo-christianisme. Je suis sûr qu'il y a eu une initiative israélienne, peut-être à l'époque de Begin, pour promouvoir cette idée, afin de séduire les évangéliques américains, pour mettre en avant ce lien. Encore une fois, je vois ça comme un processus géopolitique assez normal. Je veux dire, t'as mentionné les Ottomans, il se passe la même chose avec la Turquie aujourd'hui. L'Europe change un peu son orientation vis-à-vis de la Turquie en fonction des considérations géopolitiques, non? Ah oui, en fait, vous êtes européens, parce qu'en ce moment, on a un peu besoin de la deuxième plus grande armée de l'OTAN de notre côté. Quant à ce que je pense de la validité de ce concept de judéo-christianisme, je dirais que oui, d'une certaine manière, du point de vue chrétien. D'une certaine façon, on pourrait le voir ainsi. Une grande part de l'antisémitisme provient en quelque sorte de la théologie chrétienne, parce que les Juifs sont perçus comme le peuple qui a rejeté le Christ, non? Mais d'un autre côté, si l'on pense à la naissance du christianisme, à l'origine, le christianisme était une secte juive. Jésus était un rabbin juif entouré de disciples juifs. Et tu sais, pendant ces premières années, c'est resté comme ça, hein. Peut-être qu'elle était perçue comme une sorte de secte hérétique. Du point de vue, tu sais, des prêtres juifs. Mais malgré tout, c'est bien dans ce contexte que le christianisme est apparu comme une nouvelle secte juive.
Et ensuite, c'est devenu la religion dominante à Rome, non? Le christianisme était d'ailleurs très populaire auprès des femmes à Rome. En fait, à ses débuts, pendant son essor, ce n'était pas vraiment la philosophie des opprimés, tu vois ce que je veux dire? Les païens... Le terme paganisme est compliqué, parce que ce n'est pas comme si tous les Européens de l'époque se considéraient comme païens. Ils avaient simplement ces religions ethniques, ancestrales, des religions polythéistes. Ils considéraient la nature elle-même comme sacrée, et le christianisme a émergé à Rome et est devenu la religion officielle, tandis que les païens étaient les gens en marge qui s'accrochaient à leur religion ancestrale. Et puis le christianisme s'est répandu. Je suis sûr que cela avait une certaine forme d'attrait pour les Européens, parce que, tu sais, ça résonne un peu avec leur vision de Dieu avant le monothéisme. Genre, Jésus, c'est un peu l'homme-dieu, tu vois. Donc, je suis sûr que ça leur plaisait. Il a été présenté d'une manière qui pouvait particulièrement séduire, par exemple, les tribus germaniques. Mais je pense vraiment que cette origine est importante. Car je pense que vous pouvez constater qu'il existe une sorte de noyau éthique et métaphysique du christianisme qui est juif. Merci. Métaphysiquement, c'est monothéiste. Je sais, peut-être que les musulmans pensent que le christianisme est ambiguement monothéiste à cause de la Trinité. Mais vous savez, les chrétiens se considèrent eux-mêmes comme monothéistes. Et c'était nouveau parce que chrétiens ou parce que les Européens d'avant le christianisme étaient polythéistes. Et c'est une orientation spirituelle totalement différente. Car soudain, Dieu devient ce qui transcende la nature et qui l'a créé. La nature n'est donc plus sacrée et acquiert ainsi une signification métaphysique. Elle possède aussi, vous savez, le noyau éthique du christianisme, je crois, qui est juif. Parce que cela met l'accent sur, par exemple, la protection des faibles. Ce n'était pas un idéal païen, comme on le sait bien. Donc je pense pas que ce soit d'accord, peut-être que cela avait une sorte de portée politique. Peut-être que c'était artificiel dans ce sens-là. C'est nouveau. C'est promu afin de rendre les Américains plus favorables à Israël. Mais ça me paraît assez logique, et cela explique, je pense, pourquoi beaucoup de chrétiens sont si enclins à soutenir Israël. Ils ressentent vraiment ce genre de lien organique avec ce pays, même s'il y a beaucoup de gens qui essayent aussi de les convaincre. C'est pour ça que la persuasion fonctionne. Tu vois, Tu sais, mais en même temps, les deux choses que tu as mentionnées, propres à l'islam, tel le monothéisme, eh bien, oui, enfin, ça fait partie de tout ça, tu vois. Enfin, c'est comme l'histoire en Iran serait que c'était zoroastrien jusqu'à l'arrivée de l'islam, non? C'est ça. Tu pourrais raconter une histoire similaire à celle que je viens de raconter. Je ne sais pas exactement. Je veux dire, ce n'est pas une religion polythéiste, c'est plutôt manichéen ou quelque chose comme ça. Donc ça aurait l'air différent, mais je veux dire, l'islam fait partie de cette discussion. oui, Les religions abrahamiques monothéistes, elles viennent un peu toutes du même endroit. oui, tu reconnais ça. Je pense pas que l'Américain moyen s'en rende compte. C'est précisément ce sur quoi j'essaie d'attirer l'attention. Selon ce critère qui me semble juste, on pourrait dire la civilisation occidentale, c'est le monothéisme, et protéger les faibles. C'est le genre de choses que je pourrais totalement apprécier, vraiment adhérer, absolument. Mais je pense pas que ce soit ça. C'était pas forcément ce que je dis. Je pense pas que ce soit ça l'Occident, mais c'est ça, tu vois, c'est ça le christianisme. Juste comme une heuristique si on imagine ça, mais ensuite, ce que j'essaye de dire, c'est qu'après, il faut vivre avec les frontières. Voilà, où ça s'applique et où ça ne s'applique pas, tu vois. Et donc, ça devient une question de cohérence. C'est en gros tout ce que j'essaie de dire, c'est ça. Oui, bien sûr, évidemment, ça a du sens d'inclure le judéo-christianisme, mais alors ça n'a pas de sens d'inclure, ou pardon, ça n'a pas de sens d'exclure l'islam de cette conversation, non? Parce que, tu vois, on n'a pas encore introduit de critères qui permettraient d'exclure l'islam, Il y a aussi une chose dont les Américains se rendent peut-être pas compte. J'ai vu quelque chose de vraiment intéressant à ce sujet. Je ne sais pas à quel point c'était représentatif de la réalité de l'opinion publique israélienne, mais j'ai vu ce truc où quelqu'un faisait des interviews de rue et demandait à des Israéliens juifs quelle religion est la plus proche du judaïsme, le christianisme ou l'islam. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Je parierais qu'ils ont dit l'islam. Tous l'ont dit. Ils connaissent la loi, nous l'avons, et eux aussi. Je crois qu'ils posaient aussi la même question à des Palestiniens musulmans, et eux répondaient « Ah, le judaïsme !» Beaucoup de savants musulmans en parlent, et ils disent en fait que parmi toutes les communautés religieuses, parce que dans la prophétologie de l'islam, on imagine que telle communauté suivait tel prophète, telle autre suivait un autre prophète. Parmi toutes les communautés prophétiques qui ont existé, beaucoup de savants disent que celle qui était la plus proche du judaïsme, à la fois dans
la figure du prophète elle-même, que Mohammed était le plus semblable à Moïse qu'à Jésus, mais aussi dans le rôle de la loi, le rôle que la loi joue dans le culte rituel quotidien. Et ce genre de choses, kasher et halal, ces choses-là sont très similaires. Est-ce que je peux dire ce que je pense? En fait, le vrai genre... Oui, Donc, une chose que je trouve un peu gênante pour... t'as mentionné Nick Fuentes tout à l'heure, c'est un nationaliste chrétien, et c'est genre l'antisémite le plus célèbre d'Amérique, non? oui, Peut-être même du monde. Je pense que, comme je vois l'importance de cette catégorie judéo-chrétienne, sa perspective n'a pas vraiment de sens pour moi. Parce que c'est comme s'il avait presque une vision païenne de la force, de la réelle politique et tout ça. Ce qui est quand même assez étrange venant d'un chrétien, hein. Et je ne sais pas si la bigoterie anti-juive a du sens dans cette perspective. Et un autre truc là-dedans, c'est qu'il veut être nationaliste et pro-occidental et tout ça. Mais qui a tué Jésus? Enfin, ce sont les Romains qui ont tué Jésus. oui, Je veux dire, on pourrait dire que les Juifs, les prêtres juifs, ont trahi Jésus. Mais ça, c'est exagéré. Genre, la crucifixion était... je crois que les musulmans pensent peut-être pas que Jésus a été crucifié, mais dans le cadre chrétien... c'était l'intention. Bah, Ouais, c'est ça. la crucifixion était une peine capitale de Rome. Oui, Voilà, et elle était utilisée contre, entre autres, des rebelles juifs contre Rome. oui, Donc c'est un peu les origines du christianisme, comme un rabbin juif qui se rebelle d'une manière assez unique contre Rome. Pas en essayant de mener une révolution violente ou de provoquer des polémiques ou quoi que ce soit, juste par la force de son message moral. ouais, Oui, et d'une certaine manière, je pense que c'est un peu comme une sorte de... Une tension fondamentale et vivifiante du monde occidental, c'est qu'il s'est en quelque sorte uni autour de la chrétienté. C'est ça qui a réuni l'Occident. C'est là que ces frontières, la façon dont ces frontières ont été essentiellement tracées. Mais il y avait cette tension entre, c'est-à-dire l'antiquité romaine et païenne et la valeur, le noyau métaphysique et éthique du christianisme. Et on voit ça se manifester de toutes sortes de façons, hein. Comme avec la Renaissance, c'était en quelque sorte un retour vers, tu sais, des idéaux de beauté d'avant le christianisme, non? Et tu sais, c'est compliqué, il n'y a pas vraiment de façon simple de raconter cette histoire. ouais. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant. Ouais, alors est-ce que ça nous permet, pardonne-moi d'insister, tu vois, mais est-ce qu'on est plus près de pouvoir définir ce qu'est la civilisation occidentale ou ce qu'est le noyau commun? Qu'est-ce qui rassemble la civilisation occidentale, ce qui la distingue des autres? Pensez à notre récit complexe, et seulement que d'autres civilisations en ont une aussi. À une histoire, la tension entre l'héritage romain européen polythéiste et l'héritage chrétien. Il y a clairement beaucoup à dire là-dessus. Je veux dire, c'est intéressant. Je veux dire, je n'ai pas d'opinion prescriptive ou évaluative à ce sujet. Je dois y réfléchir. C'est intéressant d'y réfléchir. Autrement dit, j'imagine que si j'en savais plus sur l'histoire islamique et l'histoire des pays islamiques, ce serait également une histoire assez compliquée. La carte ne vaut pas le terrain. Le terrain s'annonce rude. Et la carte. Et même la façon dont... Vous savez, j'aurais dû apporter un exemplaire de mon livre. Je vous l'aurais donné avec plaisir. Parce qu'il y a un passage où mon collègue, le docteur, Susan Douglas, qui est en fait originaire de cette région. Elle était professeure retraitée de l'université de Georgetown. Elle y décrit la dimension idéologique de l'archéologie et de l'archéologie sacrée. Le sentiment de la Terre Sainte. L'imagerie mentale que nous avons, pratiquement sur chaque page de garde de chaque Bible, c'est la Palestine ou cette région-là. Elle avance un argument très intéressant, qu'autrefois, dans leur imaginaire, ils étendaient ces frontières, qui allaient en fait jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite. C'est une discussion pour une autre fois, mais même certaines choses, sans être purement déconstructiviste, la généalogie a tout de même son utilité pour voir où, s'il y a des interventions à certains endroits ou des choses que nous avons oubliées que, disons si l'oubli est nécessaire, et il l'est, je suis d'accord avec toi sur ce point, l'oubli est nécessaire pour fonctionner. Et il est aussi fructueux pour s'épanouir. Oui, pas seulement pour fonctionner, mais aussi pour prospérer. Mais il peut quand même y avoir des choses que nous oublions qui sont importantes à se rappeler, non? Cela pourrait devenir des angles morts. Et donc, je suppose, essayer de sonder. Quelles sont les choses qu'on oublie et qui méritent d'être rappelées, et celles qu'il vaut mieux laisser dans l'oubli? C'est encore tout un autre sujet. Je sais que j'ai ouvert plein de pistes.
J'essaye de voir si on en a refermé la plupart. Nous avons parlé du judéo-christianisme, nous avons évoqué tes commentaires ou ta réaction à cette idée. Peut-être que tu y as déjà répondu dans ta dernière intervention, mais la possibilité d'une tension entre une civilisation occidentale fondée sur des valeurs et une civilisation occidentale fondée sur la race ou l'ethnie. N'hésite pas à passer si tu l'as, juste. C'est juste quelque chose auquel je pense. Oui, c'est une question intéressante. Je pense qu'il faut sans doute faire une sorte de distinction dans ce cas entre l'Amérique et l'Europe et entre les pays d'Europe. Parce que l'Amérique est un pays tellement multiracial, multiethnique, multireligieux. À la base, Déjà. Donc, si l'on parle d'imposer une sorte de critère racial à la nationalité et à la citoyenneté américaine, il me semble que la seule façon d'y parvenir passerait par une phase laide et violente que je ne soutiens pas. De manière générale, en principe, cependant, je pense que les pays qui sont encore relativement homogènes, et en Europe, ceux qui souhaitent le rester devraient avoir le droit de le faire. Tu vois, je pense pas que ce soit mal de réfléchir en termes de nationalité, vraiment. Comme ethnie, une nation est une ethnie. C'est un groupe ethnique qui veut un État ou qui en a un, tu vois. Et les ethnies sont définies différemment, non? Parfois, tu peux avoir une ethnie multiraciale. n'est-ce pas? Je veux dire, on pourrait dire que les Juifs, par exemple, rentrent dans cette catégorie parce qu'il y a une ambiguïté sur la façon dont ils sont définis religieusement, ethniquement ou racialement. Mais je dirais que, tu sais, beaucoup de gens pensent que la forme de collectivité humaine, basée sur les valeurs, est évidemment supérieure à l'autre. Je n'en suis pas si sûr. Si tu penses à une famille, par exemple. Si. Une famille peut être fière de son ardeur au travail. Nous sommes les Johnson, nous travaillons dur. Nous l'avons toujours fait. Mon grand-père travaillait dur. Son grand-père travaillait dur. Ça a toujours été comme ça. En fait, ce n'est pas essentiel pour la famille. Et si la famille se trompe en pensant que c'est l'essence même de la famille, cela veut dire qu'il pourrait mettre à la porte une fille paresseuse, non? Ou bien il pourrait accepter un inconnu simplement parce qu'il travaille dur, alors qu'ils n'ont rien d'autre en commun avec lui. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas comme ça que les humains, vraiment, ont tendance à fonctionner. Je veux dire, on aime la familiarité des coutumes locales et le fait d'être enraciné dans le sol, dans la terre, devrais-je dire. Vous savez, on aime en général, les gens aiment être entourés de personnes qui leur ressemblent. Et ça peut prendre différentes formes, n'est-ce pas? Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est simplement la façon dont les gens parlent l'anglais. Si je parle par exemple à une personne d'Asie de l'Est qui parle anglais avec un accent totalement américain, je ressens comme une connexion naturelle avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a comme... ce n'est pas comme si la race et les valeurs étaient les seules options. Il y a aussi une profonde similarité culturelle qui peut entrer en jeu. Oui, c'est intéressant à envisager. Et encore une fois, ce sont des réflexions à moitié abouties. Je comprends ce que tu veux dire, et c'est certainement vrai. Je dirais que parfois, les valeurs ne servent pas seulement à faire de la sélection, mais peuvent aussi être un idéal à atteindre. Donc tu essaies de proposer un idéal vers lequel les gens peuvent tendre, ce qui évite le problème inverse, c'est-à-dire des personnes qui remplissent la case d'un certain type, oui, même de familiarité. Mais leur morale pourrait te mettre en danger de différentes manières, ou même entraîner la société à sa perte. On parle de choses comme l'industrie du porno, OnlyFans ou toutes ces horreurs. La prolifération des paris sportifs est devenue incontrôlable et tout est brouillon. Je bannirais tout ça. Oui, moi aussi. Ouais, alors je veux dire, c'est pour ça que, vous savez, c'est, artificiel, n'est-ce pas, Pomme? Fonder une société sur des valeurs libérales peut mener au désastre, car les valeurs libérales autorisent la prolifération de ces choses, puisque tout repose sur le choix individuel. C'est vrai. Oui, c'est vrai, et vous savez, il y a peut-être une similitude entre une perspective de droite et une perspective islamique. Je pense pas qu'une société puisse vraiment survivre de cette façon. Je pense vraiment que la morale doit entrer en jeu, en quelque sorte, pour guider la population. Pour qu'on ne dégénère pas tous vers le plus petit dénominateur commun, et qu'on ne réfléchisse pas, vous voyez, uniquement en termes de plaisir des sensations. C'est ça. Nous avons besoin de normes, et elles doivent être respectées, de préférence, dans la mesure du possible, simplement, vous savez, par des gens qui donnent l'exemple par leur comportement et leur façon de s'habiller, et par la façon dont ils entretiennent leur forme physique. Mais parfois, le gouvernement peut aussi intervenir à ce niveau-là.
Par exemple, je pense pas que les gens, il y a 100 ans, auraient pu imaginer qu'en 2026, des adolescents se promèneraient avec un écran leur permettant d'accéder, quand ils le veulent, à un flot ininterrompu de pornographie. C'est comme nos cerveaux ne sont pas faits pour cette réalité. Et évidemment, il va y avoir d'importants problèmes sociaux qui vont en découler. Si on ne prend pas ça en là. C'est vrai? Ouais. Ouais. Non, en fait, je suis à 100% d'accord. Et je pense que d'un point de vue de la théorie politique, tu vois, il y a un dégradé en fait. Ce n'est pas un choix binaire noir ou blanc. Par exemple, même au sein de la laïcité, il existe différents types de laïcité. Il y a, tu sais, la laïcité à la française, qui est une forme de laïcité extrêmement stricte. La laïcité américaine et britannique, c'est un peu moins que ça. Tu sais, chez nous, il y a un peu plus de liberté d'exercice. Et puis, il y a d'autres versions de l'État pour encourager la moralité. Par exemple, il existe des paradigmes islamiques, des paradigmes confuciens dont on parle parfois. Il y a plein de sociétés différentes. Ce n'est pas toujours une rupture franche, c'est ça le truc. Je pense que ce sont vraiment des discussions intéressantes et enrichissantes à avoir, surtout si les gens sont attachés à une politique hyper libérale. Et la société part à volo, en gros. Et tout le monde est accro, tout le monde est fracturé, les taux de natalité baissent et il y a tous ces autres phénomènes qui se produisent. Ouais, tu peux t'attacher à une idéologie, non? Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui va permettre d'inverser la tendance? À quel moment tu réévalues, tu vois l'organisation et tu t'interroges? Parce que même, tu sais, je ne crois pas, je ne pense pas, même de façon théorique, à une neutralité. Je pense qu'il y aura toujours. Enfin, je crois qu'on peut créer un marché libre. Tu peux protéger cet espace pour que différents concurrents puissent essayer de débattre, de convaincre, de présenter et de proposer différentes choses. Mais même là, chaque marché doit avoir une forme de régulation sur qui entre et qui sort du marché, non? Dans le sens où personne ne devrait pouvoir mentir pendant le processus de persuasion. Personne ne devrait pouvoir contraindre ou forcer quelqu'un à entrer dans un échange, n'est-ce pas? Donc il y a certaines règles de base auxquelles chaque espace doit se conformer et ma vision de la gouvernance, c'est que la gouvernance est celle qui fixe les règles du marché où les gens entrent et puis espérons que la vérité l'emporte à la fin. Je pense aussi, plus largement, il nous faut, je vais passer pour un vrai conservateur, ce que je suis d'ailleurs. Nous avons besoin de familles solides, parce que qui sont les individus qui entrent sur ce marché ? Il faut les forces formatrices d'une famille pour transformer une personne en un individu dont les choix ont du sens, parce qu'il s'agit d'une personnalité unique qui a aussi le sens des responsabilités vis-à-vis de ses choix. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont acheter sur le marché ? Comment vont-ils utiliser cette liberté ? Ils vont pas l'utiliser d'une manière qui favorise leur propre épanouissement ou celui de la société. Absolument, je n'ai pas d'opinion tranchée. Je plaisantais avant, mais seulement à moitié en disant ça. Vous savez, il faudrait être marié et avoir des enfants si on veut produire de la théorie sociale. C'est comme le phénomène de tous ces universitaires dont beaucoup ne sont pas mariés et la plupart n'ont pas d'enfants. Ce sont eux qui élaborent la théorie qui influence le monde académique. Et je pense que c'est profondément biaisé. Je pense qu'il faut, vous savez, il faut avoir... Car il faut viser l'avenir. Oui, il faut entrer dans l'arène, il faut avoir quelque chose à perdre. Et comme tu l'as dit, c'est tout simplement différent. Il se passe vraiment quelque chose de différent quand on devient parent, quand on devient responsable de la vie des autres, de façon extrêmement immédiate et structurelle. C'est pas que ce soit déterministe, c'est stochastique. Il y a de mauvais parents, il y a des gens qui peuvent être parents et tout rater, mais ça ne veut pas dire que, tu sais, les exceptions ne font pas la règle. Je pense que c'est une erreur de confier autant de la production de savoir à un segment de la société qui a une relation très ténue et distante avec la vie de famille et l'éducation des enfants. Et cela m'amène à la dernière série de questions, ou plutôt au domaine que j'espérais explorer, à savoir les musulmans et l'islam en Amérique. Donc, si l'on parle de ce que signifie la civilisation occidentale, alors comment les musulmans et l'islam s'intègrent-ils dans tout ce tableau ? Je veux dire, il y a des choses, vous savez, les gens aiment toujours souligner, par exemple, que Thomas Jefferson possédait un Coran, une copie personnelle. Entre 10 et 30% des esclaves nés ici depuis l'Afrique de l'Ouest étaient à l'origine musulmans. Évidemment, il est difficile d'obtenir des données précises, mais c'est ce que disent les chercheurs. Huntington affirme qu'il s'agit d'une sorte de menace civilisationnelle. Nous essayons de sonder ce qui fait de la civilisation occidentale une civilisation occidentale. Vous savez, il y a eu les années 60 et pourtant 1/5 de la population musulmane en Amérique est soit afro-américaine depuis plusieurs générations, soit composée de convertis comme moi.
Après les années 60, il y a eu une immigration massive en provenance du monde musulman. Les voilà, hein, ils en sont à la 2e, voire la 3e génération. Alors, est-ce que l'islam est une menace? Ouais, une question serait, est-ce que l'islam est une menace pour la civilisation occidentale? C'est un peu une question facile, ça. La deuxième question, cependant, c'est quelle part de l'animosité envers l'islam et les musulmans est authentique, organique, voire justifiée, et quelle part relève de la propagande et d'une coordination? Et la troisième, à quoi ressemble l'avenir? De l'Amérique avec des musulmans intégrés? À quoi ressemble l'intégration? Si on a un idéal de la civilisation occidentale ou de l'Amérique, comment les musulmans s'intègrent-ils à cet idéal? D'abord, t'as mentionné Huntington. Je voudrais juste dire quelque chose, parce que je pense que le cadre général des civilisations selon Huntington est, à bien des égards, profond. Il est visionnaire, et je crois que lui-même a en quelque sorte mal appliqué les principes de ce cadre, tu vois. Par exemple, je crois qu'il a soutenu la guerre en Irak. Et pour moi, ça n'a aucun sens dans le cadre civilisationnel. Parce que, tu sais, Huntington donne les outils pour voir les valeurs libérales, les valeurs universelles comme, paradoxalement, étant en quelque sorte des valeurs paroissiales. Ce sont des valeurs occidentales. Elles sont pas vraiment universelles au sens où on devrait, les imposer à d'autres peuples. On ne devrait pas essayer d'exporter la démocratie et la liberté dans d'autres pays. Parce que, d'abord, comment interprètes-tu ce que ces mots signifient? Est-ce que tu n'es pas simplement en train d'imposer une sorte de construction civilisationnelle occidentale à l'Irak, par exemple? Ça ne va probablement pas marcher. Il y a sans doute beaucoup de complexité dans cette société que tu ne comprends pas parce que tu ne fais pas partie de cette civilisation. Ouais. Donc, je pense que là, je ne crois pas que les visions civilisationnelles. Je regrette qu'elles soient devenues associées à ce genre de néoconservatisme. En ce qui concerne la question de savoir si l'islam est une menace pour l'Occident, je dois être honnête. Je pense que si l'immigration islamique progresse très rapidement en Europe. L'Europe et l'Amérique sont différentes à cet égard. Nous avons des niveaux beaucoup plus faibles d'immigrés musulmans, et nos immigrés musulmans ont tendance à avoir des revenus élevés et, tu sais, à être plus aisés et mieux intégrés. Ce n'est pas le cas à Paris, par exemple. Et je pense que toute cohésion sociale est menacée par n'importe quelle forme d'afflux soudain de personnes différentes. On ne peut pas échapper à ça, non? Donc, dans le contexte américain, comment est-ce que je voudrais gérer ça? Je voudrais gérer ça, non pas en développant une sorte d'abstraction, comme en allant dans ma chambre et en me demandant, ok, comment on fait pour que ça marche? Tu vois, je pense que la façon de gérer ça, c'est d'instaurer un moratoire sur l'immigration. Et tu laisses les gens qui sont déjà là apprendre à se connaître, pour ainsi dire, tu vois? Et les gens vont naturellement apprendre à se connaître, comme je l'ai dit. Différentes sortes de coutumes vont émerger. Et un processus d'assimilation va avoir l'heure. Et il y aura aussi un processus de changement pour le pays, tu sais, pour les gens qui ne sont pas des immigrés ou des enfants d'immigrés, ça va aussi les concerner. Et c'est probablement l'approche la plus conservatrice, pas au sens idéologique, mais simplement dans le sens d'être plutôt prudent face au risque. C'est la façon d'aborder ce sujet. Parce que si on arrive à une situation où plus personne ne peut se comprendre, peut-être même littéralement, au niveau 2. Ne pas avoir la même langue, ne pas avoir la même sorte de grammaire au sens culturel, ne pas reconnaître les mêmes normes, ou ne pas avoir de respect pour les mêmes figures ou pratiques historiques, tu vois, c'est, à mon avis, une recette pour le désastre. Je ne veux pas imposer une sorte d'homogénéité, mais je pense que cela peut évoluer naturellement de façon globalement positive. Grâce à un moratoire strict sur l'immigration, non? C'est ce que je soutiens. Pas forcément populaire pour ton public, mais c'est le but même de cette émission. Bah oui, c'est pour en parler. Et tu sais, ça soulève quelques questions intéressantes. Donc l'une d'elles, c'est, avec l'exemple de l'Europe, d'accord? Donc l'une des choses, tu sais, quand la gauche parle d'immigration, ils discutent des facteurs de poussée, non? Plutôt que des facteurs d'attraction, du genre, pourquoi y a-t-il autant d'Algériens en France? Eh bien, c'est parce que l'Algérie a été colonisée par la France, et de façon très brutale d'ailleurs, non? Donc, il semble toujours y avoir ce retour de bâton, non? Je ne dis pas que c'est la seule cause de la migration. Bien sûr, ce serait simpliste. Mais il semble presque qu'il y ait un processus historique en jeu ici. Dans quelle mesure est-ce que c'est du 50-50? Quelle part de responsabilité? Les nations ont-elles pour stopper les causes profondes de tout ce qui déclenche cette immigration? Parce qu'après, tu vois,
même si on va dire « ouais, t'as raison de t'en plaindre », mais en même temps, non. C'est un retour de bâton et une conséquence historique d'avoir déstabilisé des sociétés et détruit ce qu'elles avaient. La plupart des gens, j'imagine, tu vois, si l'Algérie n'avait pas été déstabilisée et ruinée, si l'Irak n'avait pas été déstabilisé, et complètement, comme la Syrie, comme tous ces endroits, c'est fini pour moi. Mon hypothèse, peut-être naïve, c'est que les gens aimeraient rester chez eux ou là d'où ils viennent, qu'ils n'auraient pas envie de venir aux États-Unis, ou au Royaume-Uni, ou en France, ou ailleurs. Mais ce qui complique les choses, c'est que lorsque des politiques étrangères impérialistes déstabilisent vraiment ces endroits, il se crée alors une sorte de... je ne sais pas comment appeler ça. Il y a une relation qui se forge entre ces deux peuples, ou ces deux nations. Alors, sur qui repose la responsabilité? Comment cela entre-t-il aussi en ligne de compte? C'est une bonne question. Je veux dire, c'est une des raisons pour lesquelles je suis globalement opposé aux guerres au Moyen-Orient. Oui, non, c'est très cohérent. Oui, je comprends. Oh, tu sais, ce n'est pas le seul facteur de l'immigration. Je pense qu'un grand moteur de l'immigration ces dernières décennies, c'est simplement le développement des nouvelles technologies de communication et la baisse des coûts de transport. Il est tout simplement devenu facile de voir à quoi ressemble la vie dans une autre société et ensuite d'y déménager si on le souhaite physiquement. Mais t'as raison, ces crises migratoires qu'on a vues ces dernières années en provenance du Moyen-Orient, l'interventionnisme militaire américain y est pour beaucoup. Évidemment, non? Et en fait, c'est l'Europe qui en paie les conséquences, bien plus que les États-Unis. Ce qui me fait me demander pourquoi ils sont si contents de continuer à dépendre de notre parapluie sécuritaire, alors qu'il semble qu'on leur cause en réalité beaucoup de problèmes, y compris des problèmes politiques. Une déstabilisation au sein de leur société, parce qu'il y a beaucoup de réactions hostiles dans tous ces pays européens. Donc oui, je pense qu'une des principales raisons de s'opposer au militarisme, d'un point de vue conservateur, c'est cette prise de conscience. Que cela va déstabiliser ces sociétés et provoquer ces crises migratoires. Vous savez, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je ne veux pas le faire. Je pense aussi qu'on ne devrait pas tuer des gens, sauf si, vraiment, on n'a pas le choix. Je veux dire, la force militaire devrait être un dernier recours. Même si elle peut, vous voyez, jouer un rôle dans la défense de l'intérêt national. Je veux dire, je suis pas pacifiste. Donc oui, je suis globalement d'accord avec ce point. Et je pense que plus de gens devraient le dire. Et vous savez, on voit maintenant que c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être dit dans le contexte de l'Amérique latine. De même qu'on voit l'administration Trump essayer de mettre en place une nouvelle doctrine Monroe, comme on l'appelle. Jusqu'à présent, il semble qu'il ne veuille pas pousser à une intervention militaire qui entraînerait, par exemple, une crise migratoire massive. Mais cela représente un risque important si la situation se dégrade au Venezuela, par exemple, et cela. Ces répercussions toucheraient principalement l'Amérique, plutôt que l'Europe. Absolument. Et cela nous amène à une autre cause majeure de l'immigration, qui est, je pense, les politiques économiques prédatrices telles que l'ALENA, n'est-ce pas? Et toutes ces choses qui sont faites à la demande des entreprises pour assurer un flux constant de main-d'œuvre bon marché, insuffisantes pour permettre à l'Amérique un moyen de survivre, n'est-ce pas? Je pense que cela doit faire partie de la question. C'est ce qui m'inquiète, bien sûr. T'as toujours été très cohérent. Philosophiquement, mais dans le débat, quand je vois beaucoup de colère dirigée contre les immigrés eux-mêmes, tout en reconnaissant bien sûr que dans n'importe quel groupe de personnes, il y aura un certain pourcentage de criminels, il y aura un certain pourcentage pour qui ce n'est pas le cas. Comme, tu sais, donner à n'importe qui. C'est là que cet individualisme moral, je pense, est important. On aime juger les gens selon la valeur de leur caractère et leurs propres actes et actions. Mais je ne vois pas, du moins dans le discours dominant, qu'on accorde assez d'attention aux facteurs de poussée qui forcent les gens à être expulsés en masse. Pourquoi tant de Mexicains, surtout après les années 90, sont-ils venus aux États-Unis? L'ALENA a joué un rôle énorme là-dedans, non? La fragilisation de leur propre système, des systèmes économiques, la fragilisation de la classe ouvrière ici, en Amérique. Tu sais, ce n'est un secret pour personne. Je veux dire, mon père était un ouvrier de la classe populaire. Ce genre de gars a disparu. On peut plus vraiment faire vivre un foyer, subvenir aux besoins d'une famille avec ce type d'emploi aujourd'hui.
Le fait que ces employeurs puissent s'en sortir comme ça, c'est en grande partie parce qu'ils ont un flux constant de main-d'œuvre très bon marché qui arrive. Donc je vois ça aussi comme un autre problème à corriger. En plus, je pense pas que quoi que ce soit que t'aies dit soit déplacé. Je veux dire, si on parle de gouvernance, encore une fois, je reviens aux questions de gouvernance, pour qu'une société fonctionne, il doit y avoir une certaine base commune de compréhension entre les gens qui vivent sur ce territoire. Je pense que c'est une proposition assez évidente. Et c'est justement ce que l'éducation civique est censée faire, non? L'éducation civique est censée établir cela, et on peut avoir plein de discussions intéressantes et précises sur le contenu de ces notions civiques, ou à quoi ressemble ce régime, quelles sont les pratiques et les croyances liées à cette éducation civique. Comment est-ce transmis, comment est-ce enseigné, quelles en sont les limites, qu'est-ce qui est fait à l'école par rapport à ce qui est laissé à la maison, et l'église ou la mosquée ou la synagogue. Ce sont toutes des questions vraiment intéressantes, mais je pense que le principe de base est solide. Donc, si vous avez des réflexions sur l'aspect économique ici, n'hésitez pas à commenter. Mais la dernière chose dont je voulais parler concernant l'immigration, imaginons qu'un moratoire soit instauré. Imaginons que l'éducation civique rattrape son retard, d'accord? Maintenant, on peut dire que nous avons une société civique en Amérique. On relance l'immigration, d'accord? À quoi ressemblerait une politique d'immigration avec une page blanche? À quoi pensez-vous qu'elle devrait ressembler? C'est quoi une politique d'immigration de bon sens? Je pense qu'une politique d'immigration de bon sens, c'est de donner la priorité aux pays d'origine qui sont similaires aux pays dans lesquels les immigrés s'installent. Culturellement, tu vois, et ça va atténuer certains de ces défis liés à l'assimilation et à la cohésion sociale. Et, tu sais, il n'y a pas une seule norme pour définir ce qu'est la compatibilité culturelle. Il n'est même pas forcément nécessaire que ce soit une question de civilisation, comme on en parlait tout à l'heure. Mais je pense que ça devrait être la norme, et ce n'est pas grave si cette norme reste un peu floue. Comme ça, les hommes et femmes d'État peuvent un peu déterminer ce qui est nécessaire à un moment donné. Mais tu sais, l'immigration, ça sert à différents types d'objectifs. Je veux dire, tu as mentionné que les grandes entreprises ont encouragé l'immigration en provenance de pays où l'immigrant entrant se contentera d'un salaire bas. Tu sais, c'est évidemment ce qui s'est passé. C'est un peu le principal moteur, hein. Bernie Sanders, je crois, a dit ça à Ezra Klein, c'est assez connu. Des frontières ouvertes? Non, ça, c'est une idée des frères Koch, une idée des frères Koch. C'est une idée de la classe des milliardaires. On ne veut pas de ça. C'est mauvais pour le travailleur américain. Je pense en fait que ce point de vue était un peu contradictoire de la part de Bernie Sanders, parce que, tu sais, le socialisme est censé être quelque chose d'universel. Donc, sur quelle base privilégies-tu le travailleur américain? J'imagine que Bernie Sanders n'aurait pas une très bonne réponse à cette question. Peut-être qu'il en aurait une. Je ne sais pas. Mais ouais, je ne sais pas. Ça semble un peu abstrait. Une fois le moratoire obtenu, ce que je pense que le pays aurait un tout autre visage. Mais tu sais, on a déjà fait ça aux États-Unis. Je peux pas vous donner de date précise, donc désolé si c'est un peu schématique, mais nous avons connu des vagues d'immigration et une perception que cela déstabilisait la situation, qu'il fallait reprendre le contrôle. Puis il y a eu une forte réduction de l'immigration et ensuite les choses se sont un peu stabilisées. Intéressant. Donc, je veux dire, une grande partie de cette conversation a été très très réfléchie et a donné lieu à de nombreuses réflexions. Et j'apprécie le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui nécessitent une réflexion plus approfondie et des explications plus claires. Je vois ce que vous voulez dire au sujet de l'immigration, je suppose, c'est ma seule peur. Et cela nous ramène à la tension que j'ai soulignée, à la tension entre les valeurs fondamentales. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec la compatibilité. C'est intéressant d'y réfléchir davantage. Cela par rapport à l'idée de solidarité ou d'identité de groupe fondée sur l'ethnie ou la race ou peu importe ce qu'on cherche ici. Et cela s'applique aussi à l'Europe. Je me demande, vous savez, et cela vient peut-être de mon expérience en tant qu'italo-américain, parce que, vous savez, en tant qu'italo-américain, il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas d'Italien sauf en dehors de l'Italie. C'est ça. C'est comme si l'identité nationale était très faible chez les Italiens, que les gens se sentent bien plus vénitiens. Ma famille est vénitienne. Elle se considère pas comme ayant beaucoup de points communs.
avec les Siciliens. À tel point que si une équipe de football du sud de l'Italie monte dans le nord, ils mettent des banderoles dans les tribunes disant « Bienvenue en Italie », tu vois. C'est connu, c'est très... Il y a beaucoup d'amertume là-bas, presque à un point qui en devient risible. Et donc il y a cette question, c'est-à-dire, d'accord, l'Italie est pour les Italiens, mais alors c'est quoi un Italien ? Tu vois, en fait, il y a les Vénitiens, puis les Florentins, les Génois, les Calabrais, et tous ces peuples et identités, sans vouloir paraître, tu sais, trop à gauche. Je veux dire, il y a une certaine fluidité là-dedans. Puis se rassemble, puis ça se complique, et ça continue d'évoluer. Et tu l'as souligné. Je n'essaye pas de dire que tu ne l'as pas mentionné quand tu parlais de la bidirectionnalité du changement, n'est-ce pas, qui se produit. Imaginons ce régime civique où tout le monde comprend plus ou moins ça. Un socle commun de ce qu'on décide qui va se passer, comme si c'était un changement bidirectionnel. Le Biryani pourrait devenir le plat national du Royaume-Uni. Je sais que ça en irrite certains, mais c'est une possibilité, tu sais, dans un monde où ça pourrait se faire par, oui, un changement culturel. Le thé britannique vient d'Inde, je veux dire, ce n'est pas ça qui le rend britannique, non ? Donc ma principale et profonde préoccupation d'ordre général, avec le fait de s'investir de manière beaucoup trop excessive dans la dynamique complexe de groupes étroitement liés aux questions de l'ethnicité et de la race, c'est que ça fonctionne tout simplement pas. À un certain moment, dans le sens où l'histoire avance et que ces groupes de personnes se forment et se défont sans cesse, se forment et se défont. Et je me demande presque s'il ne faudrait pas jouer un rôle proactif pour orienter et façonner la direction que cela prend, plutôt que ce que je crains, ce n'est pas vraiment toi, mais beaucoup de gens, la personne lambda. Une réaction plus réactive du genre non, arrêtez, c'est trop rapide. Même s'il y a un point où, en fait, c'était vraiment fascinant. Parce que, tu sais, quand je suis allé en Irlande, et on m'a logé dans un hôtel en dehors de Dublin, et j'ai été consterné, parce que, en périphérie de Dublin, c'était un hôtel qui ressemblait à tous les autres hôtels d'ici, et un centre commercial qui ressemblait à tous les autres centres commerciaux d'ici, avec un McDonald's et tout le reste. Comme une homogénéisation totalement homogénéisée, néolibérale, complètement uniformisée. Et je me suis dit, je comprends vraiment ce sentiment de menace, hein. C'est exaspérant. Tu vois aussi un autre phénomène intéressant à Dublin, où il y a des pubs irlandais, c'est comme un simulacre. De sport. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, je comprends l'idée. Mais ce que je vois, c'est que ce mode de vie est menacé. Absolument. Il y a une culture qui est assiégée, qui est menacée. Et les gens devraient s'en indigner. Parce que notre époque est celle où l'homme ordinaire a été piétiné, ignoré, méprisé et complètement dépossédé de son pouvoir. Ce qui m'inquiète durablement, c'est que l'objet de la colère est mal placé, que tant d'attention soit portée sur les immigrés eux-mêmes plutôt que sur ces deux aspects si on veut parler d'un grand ensemble. D'un côté, la déstabilisation militaire qui provoque ou du moins accélère la migration de masse et la crise des réfugiés, et de l'autre, les politiques économiques où les grandes entreprises ont carte blanche pour faire ce qu'elles veulent, et ce sont elles qui sont à l'origine de beaucoup de tout cela. J'imagine que mon espoir, c'est que les gens accordent plus d'attention et de responsabilité, disons, aux véritables, à ce que je considère comme les véritables forces derrière tout ça, et qu'ils réalisent que ce soit avec le musulman local, qu'il soit immigré ou non, il y a en réalité beaucoup plus de place pour des points communs dans cet enrichissement mutuel, et tu sais, cet ancrage civique ou peu importe. Je pense qu'il y a là une opportunité énorme. Donc il s'agit de trouver ce juste équilibre. Je suppose que c'est ça ma préoccupation principale. Oui, je veux dire, bien sûr, je suis d'accord à propos du néolibéralisme et de l'homogénéisation. Je veux dire, ce genre d'esthétique, cette esthétique totalement sans caractère, sans racines, qui envahit le monde. Et c'est quelque chose qui m'agace dans l'idéologie libérale. Et cette idée de multiculturalisme, c'est qu'elle efface les frontières qui constituent la multiplicité des cultures. Oui, en fait, d'une certaine manière, cela sape la diversité à l'échelle mondiale. Mais une chose à laquelle je ne peux pas m'empêcher de penser quand tu parles, c'est que tellement de cette conversation, et l'attention est portée sur
Comme si l'Occident était, en quelque sorte, particulièrement opposé à l'immigration ou quelque chose comme ça, alors que c'est tout le contraire. Je veux dire, c'est l'Occident qui connaît un afflux d'immigrés. C'est souvent le cas que ces personnes fuient des pays à majorité musulmane. Peut-être à cause du militarisme américain ou pour une autre raison, ils ne peuvent pas vraiment trouver refuge dans un autre pays musulman. Par exemple, l'Arabie Saoudite a une politique d'immigration assez stricte aussi. J'ai raison. Ouais. Ils sont tous complètement autoritaires et aussi très arbitraires. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, quand ils ont eu ce différend avec le Canada. Oui. Alors ils ont donné à tout le monde 24 heures. Si t'avais un passeport canadien, tu devais partir. C'était vraiment brutal. C'est pareil avec la Chine. Ouais. Ils sont pas déstabilisés par ces crises migratoires, parce que tout simplement, tu ne rentres pas, ils n'autorisent pas. Ce n'est pas comme si 100% des gens en Chine étaient honnêtes, ce n'est évidemment pas le cas, tu sais. Ils ont d'ailleurs des problèmes notoires avec les Ouïghours. Mais c'est comme si, vous savez, c'était une attente que les gens avaient envers l'Occident. Il y a ce genre de... C'est vrai. Ces coups et ces leçons de morale sur l'Occident, ça va retomber dans cette conception ethnique de soi-même, ce qui me paraît un peu bizarre. Parce que l'Occident est le pays libéral, n'est-ce pas? La seule raison pour laquelle cet argument fonctionne, c'est grâce à la morale libérale. Parce que les Occidentaux se sentent un peu coupables, non? Je n'aime pas ça. Je n'aime ni la culpabilité ni la pitié. Et je n'aime pas non plus la méchanceté. Donc, je ne suis pas en train de dire que les gens devraient être méchants avec les immigrés, hein. Mais je pense aussi que, vous savez, les gens en Irlande, ils ne vont pas seulement s'opposer à l'idée du néolibéralisme, même si je suis sûr que moi je le fais. Je suis sûr qu'en Irlande, il y a des gens qui s'opposent à des choses comme McDonald's et tout ça. Ils s'opposent aussi à l'immigration musulmane. Alors comment répondez-vous à cette objection? Eh bien, c'est intéressant. Je pense que, pour ma part, je viens d'une perspective historique différente, parce que quand j'y réfléchis, je vois ça comme un problème des États-nations modernes en général. D'accord, je comprends ça. La technologie dominante en matière de gouvernance, à savoir l'État ethno-national, je vois une faiblesse fondamentale, ou une forme d'arbitraire, dans le fait d'exiger une identité ethnique homogène pour puiser une force qui définit un autre groupe ethnique comme une menace. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être des menaces, bien sûr qu'ils le peuvent, mais quand j'observe la construction de l'État ou les différents types de gouvernance qui existaient avant l'État-nation, si on regarde l'époque des empires, ou ceci, ou cela, ou encore autre chose, il y avait différentes manières d'organiser la société qui ne semblaient pas aussi exclusives. Et dans ces modèles-là, je vois que la diversité était utilisée comme une force pour plus de puissance et d'enrichissement. J'ai l'impression que nous sommes un peu appauvris ce temps-ci, ou presque que nous avons deux extrêmes. Je pense que soit nous sommes pauvres au sens de la privation, soit cela nous est imposé. Et là, on ne peut plus rien faire. On n'a même plus le choix, n'est-ce pas? Si je devais, encore une fois, simplement parce que je connais mieux cette période, revenir à l'Empire ottoman. Et vous aviez la possibilité de déménager assez facilement. Comme dans l'ensemble de l'Empire, il existait le système des milliers qui autorisait un niveau d'autonomie surprenant pour l'époque. Si vous étiez chrétien, selon votre groupe religieux, vous pourriez vivre une vie chrétienne. Si vous étiez juif, vous pourriez vivre une vie juive. En fait, vous savez, la plupart des juifs qui ont fui l'Espagne après la Reconquista se sont réfugiés dans l'Empire ottoman. Vraiment beaucoup d'entre eux l'ont fait sur des bateaux que le sultan ottoman avait mis à disposition. Donc c'est plutôt à cela que je fais référence. Je suis d'accord je n'aime pas les doubles standards, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je pense pas grand-chose de ces soi-disant musulmans, et je sais que d'un point de vue démographique, les gens les considèrent comme des pays musulmans, mais ce ne sont que des dictatures laïques. Les États du Golfe. Oui, tous, pour être honnête avec toi, ils instrumentalisent tous la religion d'une manière très, tu vois, typiquement laïque et machiavélique. Mais quand je repense à il y a quelques siècles et que je pense aux différents types de systèmes politiques qui existaient, je vois juste une autre façon d'aborder la diversité. Et ce que cela signifie pour la gouvernance, ce que cela signifie pour la citoyenneté, ce que cela signifie pour, par exemple, je vais te donner un exemple très précis. Tu sais, voici un exemple provocateur, mais je pense que c'est un bon exemple. L'existence arménienne au sein de l'Empire ottoman. Pendant des siècles, ils étaient considérés comme les dignes de confiance. Ils avaient un nom pour eux. Ils les appelaient la minorité digne de confiance, non? Les Arméniens étaient chrétiens, les Ottomans étaient musulmans, n'est-ce pas? Les Arméniens ont mené une vie prospère pendant très longtemps.
Une fois qu'on arrive au 19e siècle, et je sais qu'il y a des historiens ottomans qui me regardent, je vous comprends, vous pouvez me corriger. Mais mon hypothèse, et j'ai eu la confirmation de Walalak sur cette hypothèse, donc vous pouvez aussi en discuter avec lui, c'est qu'ils ont subi une politique, ils n'ont jamais été colonisés par une puissance extérieure, mais ils ont bien connu une nationalisation de l'intérieur. Ils ont en gros transformé l'Empire ottoman en un État ethno-national sous d'énormes pressions extérieures, d'abord des Russes puis aussi des Britanniques, et il se passait beaucoup de choses. Mais quand on a commencé à voir les massacres, c'est là que ça s'est produit. Vers la fin du siècle, contre les Arméniens, contre les Kurdes, ce n'est pas toujours, certains ont essayé de présenter ça comme un conflit musulman-chrétien. Ce n'était pas le cas. C'était aussi contre des musulmans de différentes ethnies, les Kurdes, les Circassiens, les Arméniens, les Assyriens. On commence à voir ces pogroms, on commence à voir cette violence ethnique. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a là quelque chose qui est dans l'ADN de même l'État ethno-national, c'est quelque chose qui a cette relation avec la différence. Et la diversité, c'est un peu, ce n'est pas aussi bien que ça pourrait l'être. Peut-être que je perds un peu mon vocabulaire là. Ça ne me semble pas... Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Et tu sais, je suis globalement d'accord avec ton idée générale. Comme une vision historique des États-nations modernes, je suppose. Enfin, si t'as lu, par exemple, les paysans deviennent des Français, des choses comme ça. Mais il y avait une certaine artificialité dans la construction des États-nations modernes, souvent pour des raisons militaires. Un besoin d'homogénéiser la population, de faire en sorte que tout le monde parle la même langue, soit éduqué de la même manière, tu vois, et ça fait que, tu sais, peut-être que ça participe aussi. Ce genre de logique fait que la différence est perçue comme une menace. Mais ce n'est pas comme si tout ça venait juste de commencer. Quand on parle des États-nations modernes, je veux dire, notre passé tribal préhistorique de chasseurs-cueilleurs était très violent. Les archives archéologiques suggèrent que, tu sais, quand différentes tribus se rencontraient, c'était vraiment, tu vois, ils se faisaient la guerre en gros. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose qui est en fait ancré chez l'humain, tu vois, pas seulement dans les États-nations. Et si c'est le cas, je veux dire, il faudrait qu'on fasse attention avec la diversité, non? Il se pourrait qu'on augmente en fait la possibilité de violence. Donc voilà, encore une fois, je pense que l'idée d'un moratoire est meilleure et qu'il faut vraiment apaiser les tensions. Évidemment, je ne cautionne pas et je ne soutiens certainement aucune forme de méchanceté envers qui que ce soit. En fonction de leur, vous savez, origine ethnique, évidemment, vous savez. Mais il semble bien que la diversité ait une certaine corrélation avec les conflits, notamment les conflits sociaux. Oui, et c'est quelque chose dont il faut être conscient. Et cela ne veut pas forcément dire que, il faut juste imposer l'idéologie libérale aux gens. Il se pourrait qu'on doive simplement se détendre un peu sur la question de la diversité. Et c'est une discussion importante parce que la diversité est devenue en quelque sorte la valeur suprême du libéralisme. C'est comme le mot en lui-même. Je suis sûr que si tu regardais un de ces graphiques qu'on peut trouver sur Google, sur la fréquence d'utilisation du mot, je suis certain qu'il a explosé, genre dans les années 70 ou quelque chose comme ça. Bien sûr, et c'est très étrange, tu sais. Et ça devrait être remis en question et déconstruit. Et on peut le faire sans pour autant déclencher une sorte de méchanceté générale envers les minorités. Tu vois ? Je veux dire, l'Amérique est tu devrais être content. Tu vois, l'Amérique est un pays diversifié, tu sais ? Oui, absolument. Et les Américains semblent globalement contents de ce fait. Les sondages d'opinion ne révèlent rien de particulier, genre, les Américains sont peut-être en fait les gens les moins racistes du monde, pour autant que je sache. Mais il y a ici un besoin de gérer cela de manière responsable et de s'assurer que ça ne mène pas à une sorte de catastrophe à l'avenir. S'assurer que nous ayons de la cohésion sociale. Et je pense pas que ce soit juste les États-nations modernes. Même si je comprends ton point de vue, qu'ils ont peut-être, tu sais, attisé cette hostilité envers la différence, d'une certaine manière. Ouais, non, c'est juste. Non, dans l'ensemble, je pense que l'idée générale concernant la régulation, bien sûr, d'un point de vue de gouvernance, les choses doivent être régulées. Si ce n'est pas le cas, alors c'est le cas où? Et les différences qui apparaissent concernent la manière de réguler et sur quoi porter la régulation. Et une partie intéressante de la discussion sur la diversité, tu sais, qui a abouti à beaucoup de symbolismes absurdes et de choses de ce genre.
Cela nous ramène complètement à cette idée de, des marqueurs d'identité qui ne sont pas choisis, par opposition à des choses qui peuvent l'être, comme la morale, non? Parce qu'alors, c'est comme, tu peux avoir, et beaucoup d'institutions libérales sont très douées pour mettre en avant ce qui ressemble à une diversité superficielle de couleurs, de cultures et de toutes sortes de choses, sans diversité de points de vue, sans diversité de valeurs. Donc toutes ces choses-là, je pense que je suis content du nombre de... Autre question que nous avons rencontrée au cours de cette exploration. Je suis sensible. Nous approchons des 2 heures et nous ne voulons pas que cela s'éternise. Mais merci beaucoup pour votre temps, Mo. Ce fut une conversation très agréable. J'apprécie beaucoup et cela me donne matière à réflexion. Merci de nous avoir reçus. Oui, merci. C'était génial. Salam alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Veuillez envisager de faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com/membership. Désormais, vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses et la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels, avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Hamdi. Jazakallahu khair et gardez-nous dans vos doigts.